OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Le studio est très bien rempli. Je suis très, très, très excitée en même temps pour ce qui se produit tout de suite après. Alors, ceux qui sont en studio, j'ai de la visite qui n'était pas prévue. C'est Jean Morissette. Bonjour, Jean. Salut, la belle Carole. Ça va? Ça va bien, toi? Yes! J'ai bien entendu. On a notre Bruno National. Je sais pas si, Bruno, as-tu le temps de te rendre à ton micro? Mais oui, je suis déjà. D'accord. Je suis comme Alex Thanos, moi je fais de la bilocation. Oh, tabarouette. Hey, on elle vient de loin, celle-là. Hein? Padre Pio aussi faisait ça. Oui, exactement. Je sais pas, le Padre Pio, je sais pas. Là, il y a un livre chez nous, il faudrait que je le lise. Là. Je l'ai, moi. Oui? J'en ai un gros, là. Oui. Ouais. Il est aussi intéressant que notre invité d'honneur d'aujourd'hui? Est-ce que Padre Pio est mort, Jean, il est toujours vivant. Oui. Yes! Les deux noms finissent par O, hein? Oh, ça y est. Ben oui, Pio, Caso. Ben oui, hey. Il n'y a pas d'hasard. Hey, est-ce qu'on dit Jean Caso ou Caso? Pendant des années, on nous appelait Caso. Ah. Pendant des années. Okay. Quand j'étais jeune, on était les Caso. Puis à un moment donné, ça a changé, puis c'est devenu Caso. Quand j'ai déménagé dans l'Outaouais, tout le monde m'appelait Caso. Alors, quand je suis revenu ici, j'ai gardé ça. Mais des fois, je t'entends dire Caso. C'est ça, c'est pour ça que je le dis-tu mal? Moi, c'est ça, je me demandais. Non, ben il n'y a pas de mauvaise façon de prononcer un mot, là, un nom, là, mais non, je pense que c'est Caso. C'est pas K, c'est pas K, c'est Caso. Ben, premièrement, Jean, Caso. Caso. Oui. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Un petit peu énervé? Excité? Ah, c'est comme... quand j'ai pas le contrôle, ça m'énerve. Quand je l'ai, c'est encore pire. Okay. Alors, mais au moins, j'ai pas le stress d'organiser... moi, j'en fais plus de conférences, moi, parce que je trouve ça extrêmement stressant. Puis, ce qui arrive, c'est que quand tu organises une conférence, puis c'est toi qui le fais, avec ma femme, mettons, ou whatever... je faisais ça dans l'Outaouais à pleine porte régulièrement. Ben là, c'est fatigant, c'est énervant. Va-t-il y avoir du monde? Vont-tu aimer ça? Puis finalement, tu arrives sur le stage, puis t'es plus là, t'as plus d'énergie, il te reste plus rien parce que t'as tout donné à la logistique. Alors, c'est ça qui me fatigue, là. Je m'en occupe plus, je veux plus rien savoir. Non, mais c'est épuisant, pour vrai, là. Ben, je sais. J'ai pas dormi de la semaine. C'est ta première, ça? Oui, ben c'est mon premier gros événement que je fais. Je n'ai fait des spectacles, des shows, toutes sortes d'affaires la même. J'en ai organisé, mais comme ça, d'envergure, comme ça, avec autant de bonnes personnes de marque, de qualité, comme ça, Jean Morissette. De bonnes intentions. Oui, ouais, avec de bonnes intentions aussi. Oui. Peut-être pas, on sait pas. Hein? Alex Thanos est venu chez moi. En passant. Là, je suis jaloux. Ah oui. C'était lequel? Ouais. C'était le Alpha ou le binôme? Non, c'était lui, là. Ouais. C'est un Syrien, ça? J'ai 2 livres de lui, moi. Oui, je pense que c'est un Syrien. Ouais. Alex Thanos. Ce qui m'avait frappé, moi, c'était les poches noires qu'ils ont en dessous des yeux, ces gens-là, de façon naturelle. Okay. Oui, toutes des joueurs de football, les Syriens. Mais les Syriens, en fait, tout ce qui vient de Méditerranée ou des alentours sont tous comme ça. Libanais, c'était comme ça. Mon défunt mari il est libanais, Thanos. OK. Peut-être aussi, Thanos, il y a un nom grec aussi, mais mon défunt mari, il était mélange. Il était né au Liban, mais c'était un mélange de grec et de palestinien. Et il y avait ça aussi. C'est ça. Puis des cheveux sur le bord des tempes, plus aussi, que j'ai remarqué.
Ils ont plus de cheveux que nous autres. C'est un bonhomme très intéressant. Son frère ou son cousin a un restaurant juste à côté de chez nous. Ah oui? Oui, à Saint-Augustin. C'est quoi le nom? Il y a Thanos dedans. Oui, okay. oui. J'ai vu ça en allant voir ma mère en autobus qui avait un restaurant. Ça m'avait accroché mais c'est de la famille. Oui. Est-ce qu'il t'a fait une démonstration de quelque chose ou juste jaser? C'est des années 70. Ça, OK, d'accord. Je me souviens pas. Peut-être dans la vingtaine. Oui, c'est ça, exactement. Oui, exactement. D'ailleurs, on tient à souligner à l'émission la présence de madame, votre épouse, madame Hélène, qui est là pour te soutenir, te tenir la main pour toute cette journée un petit peu inconnue pour toi. Voilà. Non, mais c'est bien dit. C'est très bien dit. Elle vient de lui donner une petite C'est moi qui tiens la main quand on sort du char, parce qu'elle va tomber. On appelle ça un retour. Deuxième tape. Oh. Mais c'est ça qui est le fun, c'est que Hélène... Elle veut l'asseoir à côté de moi sur le stage, je vais être plein de bleus. Hélène, on la connaissait pas parce que tu sors tout le temps toute seule. Fait que là, Hélène est très extérieure à tout ce que je fais. À l'extérieur. Oui, c'est ça. Pas d'accord. Non, mais quand... Elle vient de dire c'est pas vrai. C'est sûr, mais je vais dire n'importe quoi, puis elle va dire c'est pas vrai. Hein? Non, mais le CEPI, non. Jean Cazot, ce que je n'ai jamais osé dire devant ma femme. Oui, c'est mon prochain livre. Non, dans l'Outaouais, c'est elle qui a fondé le CEPI, qui m'a ramené sur les tracks de l'ufologie, parce que ça avait été mis de côté. Bravo, merci beaucoup, madame. Oui. Non, mais justement, on va le mentionner tantôt à la salle, cet événement-là. Parce que c'est très clair. C'est très important. Elle était de toutes les réunions, puis elle s'impliquait, tout ça. Mais après ça, ici, quand je suis revenu, je suis devenu très solitaire dans mes écrits, mes travaux, puis ainsi de suite, puis j'ai pas d'organisation, tu sais, j'ai rien de ça. Alors, quand je venais à l'émission ici, elle écoutait ça à la maison tranquille, mais elle voulait pas se dis-les donc, je sais pas, moi. Au micro, s'il vous plaît. Au micro. Hein? Allô? Non. Oui, Hélène. Hélène, dites-le. Oui. Elle rit, elle se tient le nez tellement elle rit. Oui, approche le micro. Oui. Je m'occupe de toute la logistique. Bon. Parce que Jean oublie tout. Et boum, dans tes dents. Ben moi, y aller, moi. Salut, Jean. Bonjour, mais c'est ça. Non, mais Jean, c'est correct, là, parce que d'autres choses à s'occuper. Alors, tu sais, qu'est-ce qui est... j'ai dit ma bouteille d'eau, j'ai dit ci, j'ai dit ça. Alors, moi, je m'assure qu'il est bien organisé. Ça va plus loin que la bouteille d'eau, mais en tout cas. C'est une bonne gérante, en fait. Oui, c'est une bonne gestionnaire. C'est une gestionnaire de métier. Oui. Ça finit par sortir. Carole, je ne veux pas voler ta job, mais pouvez-vous nous dire quel a été votre point de départ d'aimer l'ufologie ou des choses comme ça? Là, tu l'as mis dans la marde. Elle ne veut pas en parler. S'il vous plaît. Non, ben moi, toute ma vie, je suis convaincue qu'on n'est pas tout seul ici. Alors, mais j'avais lu là-dessus des choses comme ça, mais c'est pas plus loin que ça. Quand Jean est arrivé dans ma vie, il a commencé à parler de ça, puis je voyais qu'il était vraiment, c'était sa passion. Ben, je dis, puis il m'avait dit quand il était jeune, qu'il y avait une organisation. Puis là, je lui ai dit, ben pourquoi qu'on n'en fait pas un autre? Pourquoi t'en fais pas une? Je vais t'aider de tous côtés. Wow. Puis c'est comme ça partit. J'ai pas eu de blonde comme ça, moi. J'ai fait bien des tests and failure aussi. Là, oui? Oh mon Dieu, il a fallu que j'en essaye un maudit paquet avant de tomber sur la bonne. C'est vrai. Ça a l'air que vous vous êtes mariés obligés, Jean et Hélène. C'est quoi cette histoire-là? Elle était enceinte de mes idées. C'est bon. C'est quoi? C'était un livre, un 10 livres, un 20 livres, ces idées-là? 21 livres avec aujourd'hui. Tableau. Wow. 22, je pense. Je suis rendu à 22. Wow. Mais c'est vrai, cette histoire-là de mariage obligé à 24 heures d'un événement spécial? C'est parce qu'on allait... Hein? Qu'est-ce que tu t'es raconté là? Nous étions ensemble. C'était mon... Voyons donc. Je m'étais marié 2 fois. Je ne considérais pas me marier 3 fois comme ayant une signification. Je trouvais pas... C'est pas comme une première, peut-être une deuxième, mais 3, là, je disais, c'est pas nécessaire. Tu sais. Puis en plus que ça s'en allait, ces histoires-là. Mais là, elle a eu... moi et mon sacre dehors, d'où je travaillais.
OK. Et à CHRC, là, les conflits entre Radio-Média puis Télémédia puis Radio Mutuelle, ils ont mis toute la gang de Radio Mutuelle à la porte et j'en faisais partie. Alors forcément, c'est resté rien que les gars avec des cravates. Et nous autres, on a pris le chemin. Et là, je me retourne de même, comme ça. Et en même temps, Hélène s'est fait offrir d'aller travailler à Paris. Alors, elle dit, viens-tu? Oh, j'y ai pensé. 3 secondes? Oui. Mais... c'est long, hein? Oui, c'est long. Ça a été long. Une longue réflexion, quand même. Ça implique beaucoup de choses. C'est ça. Et le fait est que pour que je puisse y aller, en profitant des mêmes avantages fiscaux et compagnie, il fallait qu'elle y aille avec son mari. Alors, on s'est mariés pour régler cette affaire-là. Dis pas le contraire. Tu m'as dit ça pendant 25 ans, c'est ça? Madame Hélène, c'est ça le obligé. Ouais. Alors, c'est ça le... Ben, c'était préférable. Comme que les étudiants se mariaient dans le temps pour avoir une plus haute bourse. Ouais, pas trop de genre. Mais ça, moi, encore aujourd'hui, je considère pas le mariage comme une institution. C'était, au départ, un office religieux. En dehors de ça, tu signes un contrat, tu sais. Et aujourd'hui, au Québec, les unions de fait, c'est quasiment comme un mariage. Tu sais, en tout cas, moi, je dis du taponnage. Ouais. Puis, oui. Ouais. Oh. Mais il déteste quand je dis qu'il est mon chum. Parce qu'il dit, je suis pas ton chum, je suis ton mari. Ah, tiens donc. Ça, par exemple, il tient. Tu devais pas aller faire chauffer le char. C'est bon. Mais rappelons à notre public en délire la raison extraordinaire pour laquelle nous avons aujourd'hui et Mme Hélène et Jean Cazot, c'est qu'aujourd'hui, c'est la fameuse journée hommage à Jean Cazot, non seulement ici même ce midi à l'émission, mais après à l'hôtel L'Oiselière, c'est bien ça, Carole? C'est ça, au 165A, boulevard Président Kennedy. Donc, quand vous prenez l'autoroute 20... C'est pas celle de Saint-Nicolas, c'est ça? Non, c'est ça. C'est quand on prend la route 20, sortie centre-ville-Lévis, elle est juste sur le bord, c'est une grosse hôtel beige. C'est facile à trouver, carrément sur le coin quand tu sors de la 20. Puis il reste à votre droite. Il reste quelques places, à moins qu'il y en a qui aient décidé, qui ont oublié là, de venir ou qui aient cancellé dernière minute. Là. Mais il s'en est ajouté encore jusqu'à hier soir. Fait que je sais, c'est sûr qu'il reste un peu de place, mais j'ai prévu le coup. On a fait ajouter plusieurs chaises de plus au cas. Ouais. Manquez pas ça, vous allez avoir des conférenciers. Vous allez avoir Jean Cazot, Saddam, Carole, Bruno. Ah, je vais là, moi. Attends, maintenant, on va être conférencière. Non, mais c'est vrai que je pourrais le mentionner, par exemple, parce qu'il reste 1 heure environ avant que ça commence. En fait, à 13 heures, les gens peuvent être déjà... Je vous invite à arriver vers 13 heures parce qu'il y a quelque chose qui se trame là-bas pour 13 heures. Et ensuite, 13h30, les conférences commencent avec Linda Boivin, médium, qui va parler essayer de faire comprendre, est-ce que la médiumnité, c'est-tu une capacité ou un don? En fait, c'est quelque chose dans le genre-là. On a aussi Donald Cyr, ufologue, qui va venir nous parler des êtres supra ou d'un autre monde qui viennent ici. Je l'ai rencontré, lui, Donald. Tu te rappelles la conférence qu'on avait faite au Cégep Maisonneuve? Là, il y avait la toute première. Le CEPI venait juste d'être formé, ainsi de suite. Puis il y avait ce gars-là qui était là. Il se promenait là, partout, puis il checkait la gaffe. Puis ça fait des années j'essayais de savoir c'était qui. Puis on m'avait dit, c'est Donald Cyr, il a parti quelque chose. Alors, ça fait quoi, 95? Ça fait quoi, 20? Pas de date. On ne veut pas personne se faire vieillir aujourd'hui. Bien, justement, Donald Cyr va être là. Tout de suite après, il va avoir... attends, j'ai pas l'horaire exact dans ma tête parce que j'en ai tellement eu beaucoup cette semaine dans ma tête en même temps. Je dormais, puis je pensais encore. Fait que c'est pas compliqué. J'ai pas dormi de la nuit. Je sais pas si ça paraît dans mes yeux. J'ai l'air d'une Libanaise un matin aussi avec mes poches, peut-être. T'es belle pareil. Mais Jean Morissette, le tien, toi, t'es à quelle heure? T'es cédulé pour quelle heure? Tu le sais-tu? Je parle du voyage au Pérou et en Bolivie. Je pense que... Mais ton heure, quelle heure que t'es? Tu t'en suis-tu?
2h30 ou 3 heures? 2h30, 3 heures, quelque chose de même. OK, c'est ça. Puis je vais avoir aussi Martin Janeta qui va être là juste avant l'hommage de Jean. Va être là. Ça va être très intéressant. Ce monsieur-là, Martin Janeta, c'est un scientifique, en fait. C'est un scientifique qui s'intéresse à ça. C'est un mathématicien. C'est un informaticien. Vraiment, c'est un monsieur qui est très, très brillant. Puis il s'intéresse aux êtres de d'autres dimensions parce qu'il croit beaucoup à tout ça parce que, tu sais, je trouve ça le fun qu'une personne de cette trame-là s'intéresse à ces phénomènes-là. Parce qu'on voit que, regarde, si on est fou, ben, tabarouette, il y a des scientifiques qui le sont aussi. Mm-hmm. Mais ils se font rejeter par leur propre communauté. Ah oui, c'est ça. Le plus souvent, c'est ça qui arrive. Effectivement. Si je me fie juste à Dr Jean-Jacques Charbonnier en France, regarde, j'ai jasé avec... Mario Beauregard, c'est la même chose. C'est ça. J'ai jasé avec Jean-Jacques à un moment donné quand il venait à Québec. Ça fait 3 fois que je vais le voir quand il vient, puis on discute, puis j'ai fait même une interview avec lui pour une chose qui n'a pas, en tout cas, peu importe, l'histoire est trop longue. Mais bref, il me disait ça que, justement, lui, de son côté, il a failli perdre sa job à cause de ça. Parce qu'il parle de ça, puis c'est... Faut pas oublier que le pionnier de la recherche sur les enlèvements, le docteur John Mack, qui est quand même le fondateur de la chaire de psychiatrie de Harvard. Ben oui, c'est pas n'importe qui. Quoi, là. C'est pas n'importe qui. Non, c'est ça. C'est le Einstein de la psychiatrie. Là. Il était réputé aux États-Unis grave. Là. Ben, ses collègues ont voulu le foutre à la porte de Harvard. C'est pas n'importe quoi. C'est quand même incroyable. Parce qu'il avait écrit un livre qui s'intitulait « Dossier extraterrestre ». C'est affolant de voir à quel point ces gens-là sont bornés. C'est pour ça que moi, je les appelle les sceptiques, S-E-P-T-I-Q-U-E-S. Alors, j'aime ça. Et comme la fausse. Je les aime bien dans leur fausse. Mais c'est beaucoup de respect pour eux. C'est l'histoire de l'évolution des idées quand même. Il y a toujours quelqu'un qui arrive, qui a découvert quelque chose, qui amène ça dans son institution, dans l'establishment, puis l'establishment dit non, mais il va dire oui 30 ans après son décès. Le gorille de montagne a été reconnu en 1930. Avant ça, les bien-pensants qui restaient dans leur bureau disaient « Voyons donc, c'est impossible. » Oui, exactement. Tu vois, c'est Toto, mais c'est ça, c'est pareil. C'est ça. Galilée qui s'est construit sa fameuse lunette astronomique, là, l'ancêtre du télescope, si je me souviens bien, ben, il y a eu un procès parce que là, il défaisait l'ordre établi par Dieu sur le monde. Et puis son procès, il avait le choix de brûler sur le bûcher ou de se rétracter. Il y avait quoi, 80 ans, le monsieur? Fait que là, il dit, bon, OK, je vais me rétracter, mais bon, après ma mort, ils m'ont publié. Elle tourne. Et pourtant, elle tourne. C'est la fameuse, son aphorisme. Et pourtant, elle tourne. La Terre tourne. Les Grecs savaient que la Terre était ronde. Les Grecs savaient que la Terre tournait autour du Soleil. Puis là, la religion arrive et dit non, c'est ça. T'as tort, mon homme. On va te brûler. Pendant que j'y suis, j'ai retrouvé quand je te dis que j'ai pas la tête là, parce que je l'ai partout. Ben, tu l'as partout. Moi, je suis comme une pieuvre, mais j'ai plus que 2 mains. J'ai comme 8 bras puis 2 têtes. Squiddy Diddly, c'est ça. Linda Boivin qui va commencer, ensuite Donald Cyr, ensuite René Chabot, ensuite c'est la pause café parce que je vous offre le café à tout le monde sous mon bras. C'est le fun, hein? C'est plate, moi, j'aime pas le café. Jean Morissette qui va suivre après la pause. Ensuite, on va avoir Martin Janeta. Ensuite, ça va être l'hommage à Jean Cazot. Après ça, on va avoir un petit pause souper, mais en fait, le souper n'a pas lieu à l'hôtel. Les gens vont devoir se chercher un endroit quelconque tout près. Il y en a plein. Ils ont un Scores tout près. Ils ont un à Lévis, il ne manque pas de place. Oui, non, c'est ça. Il y a des Tim Hortons, des Subway. Il y a toutes sortes d'affaires tout le tour. Ensuite, au retour du souper, on va avoir Raymond Choquette qui va faire aussi... À quelle heure tu reviens? Qu'on revient de souper? À 7h, 19h. Okay, mais ça, le restaurant que moi, j'ai réservé pour t'offrir, parce que je t'offre le repas à toi et à ton épouse aujourd'hui, pour un petit matin, tu travailleur qui a dit. Non, elle m'a bien averti. Non, c'était un Big Mac. Bruno, tu l'as dit tantôt. Ah oui, c'est ça. Mais en fait, on t'offre le repas à toi et à ton épouse. Mais au retour à 19h, c'est Raymond Choquette qui va parler de la ville de Québec, mystère, dessus, partout. En tout cas, bref. Ensuite, on va avoir la période de questions à 19h30 pour tous ceux qui vont avoir été conférenciers, ceux qui ont des questions à poser.
ça va être le temps, là. 8h30, 9h à peu près, ça devrait être terminé. Puis Jean, là-dedans, est-ce qu'il fait est-ce qu'il va répliquer? Est-ce qu'il va rire de nous autres? Est-ce que Jean l'occupe? Jean, là, on va le poivrer un petit peu. Ouais. Puis après ça, ben lui, il viendra nous saler. Après, oui, c'est ça. Bien dit. En réalité, j'ai pensé à tout ça, puis là, tu t'en rappelles, ma première question, ça a été je parle-tu ou je ferme la gueule? Et comme la deuxième option est impensable, tu m'as dit, garde, tu fais ce que tu veux, puis la longueur que tu veux, fait que on reviendra du restaurant vers minuit. Oui. Ce que j'ai pensé faire, c'est que moi, quand je donne une conférence ad lib, comme ça, j'ai tendance à déraper, tu sais. J'ai pas beaucoup de contrôle, ça a duré, puis qu'une fois je suis parti. Mais c'est ça qui est intéressant. Alors là, j'ai pensé éviter ça. Mais non. Ben oui, parce que je vais publier l'an prochain un ouvrage très, très, très particulier, très personnel, très intimiste, dans lequel je ne cache rien. Pas que je cachais les choses avant, c'est pas ça. Mais ne pas tout dire n'est pas mentir. Non, voilà. C'est ça. Mais là, je dis tout. Et je le fais sans capote. Ah, quelle taille tes culottes? Oui. Je le fais sans capote. Okay. Et on a des images, là. Même sur la radio, là, on a des images. Là, non, mais c'est très intimiste. Non, mais tu peux remonter ton pantalon, Jean. Là. Il n'y a pas de caméra. Oui, il y en a une. Oui, c'est vrai, il y en a une. Et ce qui arrive, c'est que j'ai déjà écrit là-dessus, ce dont je n'ai jamais parlé. Ben oui, j'ai parlé de métamorphose, j'ai parlé dans l'ère nouvelle, j'ai parlé de ce qui... Tu révèles des trucs choses, personnels. Ouais, choses, mais je l'ai toujours fait avec la plume d'un journaliste, avec la plume d'un enquêteur, avec la plume... Un peu comme si je parlais de moi à la troisième personne. Ouais. Parce que je prenais quand même mes distances avec les émotions que j'ai vécues en même temps que ces expériences-là. Ça, je n'en parlais pas. Je disais un peu, j'étais en colère. Ben oui. Je répétais à gueule. C'est pas tout à fait. Bon, voilà. Ça, c'est autre chose. Et c'est à ça que ça va ressembler. J'en ai même prévenu mon éditrice. Je l'ai rencontrée au Salon du Livre à Montréal. J'ai dit, là, attends-toi à un langage beaucoup plus familier. Plus, pas vernaculaire, ça marche pas à coup de calice, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est pas vulgaire, mais c'est plus de la rue. En fait, comme j'expliquais à une amie que j'aide pour écrire son livre, ça va sentir le tour de bras. Pourquoi tu me regardes quand tu dis ça? Ça va sentir le swing à quelque part. Ça va sentir le tour de bras. J'aime ça. Ouais. Dans le sens que si je suis intime avec quelqu'un puis je lui parle de quelque chose, là, il n'y a plus de frontières. Puis je veux dire, autrement dit, on transpire tous les deux, si tu veux. Là, c'est à peu près ça. Sur la même longueur d'onde. Voilà. Ouais, sur la même longueur d'onde avec le lecteur. Et ça va s'intituler « L'extraterrestre qui faisait de la radio ». Ça, c'est moi. Je suis tellement content, Jean, que tu écrives un livre qui m'est dédié, comme ça, qui me rend hommage. Oh, je pense que j'ai dit quelque chose de travers. Je te vois. Non. Vous ne voyez pas la face de Jean. Non, mais je ne comprenais pas. Il m'énerve. Alors, c'est ça. Ça va s'intituler « L'extraterrestre qui faisait de la radio ». Et le but de ce livre-là, c'est que les choses qui me sont arrivées sont incompatibles avec une vie normale. Totalement. Et pourtant, j'ai eu une vie normale. Et c'est ça qui est la beauté de la chose. Et c'est ça que je raconte. Mais je vais raconter par l'émotion ce qui s'est vraiment passé. Wow! Alors, c'est différent de tout ce que j'ai écrit. Et ce soir, j'ai pensé, cet après-midi, en livrer quelques extraits de ce livre-là. Ah, ça va être bon. Alors, c'est sûr que mais l'extraterrestre qui faisait de la radio, je trouve tellement que ça fit tellement avec
toutes nous autres ici en studio. Aussi, là. C'est sûr. C'est fou sûr. parce que même, Bruno, tu as fait de la radio pendant 15 ans, toi aussi. Là, 10 ans? Ouais. 10 ans. Ben, tu vois, Jean aussi, tu as fait de la radio avec Jean, avec toi. Ben, c'est ça. Fait que c'est comme, oui, je continue. Alors, c'est ça. Et le but de tout ça, c'est de faire le parallèle des deux carrières. Pas la radio, je parle pas de ça pendant des heures non plus. Là. Je parle dans le livre non plus. Là. Je le mentionne. Là. Mais c'est l'idée de dire que... en tout cas, je dirais ça à soir, comme on dit. Là. C'est déjà tout écrit. J'ai déjà sorti le matériel que je voulais. Mais il y a tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose, puis là, j'ai dit, faut que je le dise, ça, c'est important. On parlait de... C'est qui donc on disait là que on parlait de John Mack, mais juste avant Beauregard, Charbonnier, tout ce monde-là. Oui. Ces gens-là, il y a une phrase, ça je l'ai mis dans mon bouquin, mais c'est pas dans mon texte de cet après-midi, mais je peux le dire là. Moi, je pense que la chose la plus intelligente qu'on m'ait jamais dit à moi concernant la confrontation qu'il peut y avoir entre celui qui croit aux extraterrestres, qui croit aux ovnis, qui croit aux fantômes, qui croit à ça, et ce qu'il est, je pense que c'est la chose la plus intelligente qu'on m'a dit. Je m'explique. À une époque, je me disais, à force de me faire traiter de fou, puis de mental, puis de taré, puis de ci, puis de ça, je n'ai eu assez. Alors, j'ai commencé à me poser la question, coudonc, je suis fou, tu sais, avec tout ce qui m'était arrivé avant. Je dis, peut-être que je souffre d'une maladie, je ne le sais pas. Tu sais, je suis peut-être complètement parti, moi, là. Alors, dans les années 90, j'avais, dans les années 95, j'avais commencé à écrire à John Mack. Et ce monsieur-là, on le connaît, j'y avais tout raconté mon affaire et il m'avait répondu. Puis ça, j'étais très flatté de ça, là, quand même. Hein? Alors, on avait une relation là, qui s'en venait. Mais il disait, moi, je vais te suggérer de rencontrer un de mes... partout dans le monde, lui, Mac avait des psychiatres comme lui. Tu sais, qui pensaient comme lui. Et c'est à ces gens-là qu'il envoyait... les gens qui disaient vivre des expériences extraterrestres, disons. Alors, il m'a donné le nom du médecin. Il m'a dit, va voir le docteur Howard Schachter à Ottawa. Moi, j'étais dans l'Outaouais. Et puis, vas-y. Alors, c'est ça que j'ai fait. Et là, j'y ai demandé... Là, j'y allais, je ne sais pas combien de fois. Je suis allé souvent. Puis je passais quelques heures avec lui. Ça ne m'a jamais rien coûté. C'était pas il chargeait pas, parce que c'était Mac qui backait toute l'affaire. Il devait y avoir une entente, là, ces gars-là. Okay. Et j'ai tout raconté ce qui m'était arrivé à ce matin. Puis ce qui est le fun de Schachter, c'est que c'est un psychologue, mais en Ontario, ce sont des médecins psychologues. Alors, c'est un docteur, c'est un vrai docteur en psychologie et non pas un psychologue. Puis il y a une différence. Je ne sais pas que nos psychologues ne sont pas bons. Mais ils ont des maîtrises la plupart du temps seulement. C'est ça, exactement. Tandis que lui, c'est un docteur en médecine, un vrai, mais en psychologie. Fait que là, j'avais quelqu'un d'assez ferré, tu sais. Puis comme j'étais parfaitement bilingue, beaucoup plus que maintenant, à cette époque-là, ça passait, puis je comprenais très bien ce qu'il me disait et je m'exprimais très bien. Et là, j'essayais de dire... Puis, je disais, Howard, puis on se tutoyait. Ben, on se tutoyait, ça n'existait pas en anglais, mais dans le ton, c'était comme si on se tutoyait. Je disais, écoute, là, moi, j'écoute du monde qui raconte, je sais qu'ils sont déments, je le sais. Ils ont un maudit problème. Tu sais, ça paraît, c'est clair, parce qu'ils m'avaient tout indiqué comment les reconnaître. Tu sais. Ah oui. Fait que ça, c'était bien important. Fait que là, j'étais là, j'ai dit, c'est clair qu'ils ont un problème. Mais j'ai dit, moi, je dis, ce que ces gens-là me disent, ça ressemble à ce que moi je dis, mais toi, tu dis que je suis pas malade. J'ai dit, je comprends pas. Explique-moi, pourquoi moi qui dis que je crois aux extraterrestres, je suis correct, mais que lui qui dit qu'il croit aux extraterrestres, il l'est pas. Lui, il est delusional, comme ils disent en anglais. C'est-à-dire délirant en français. Okay. Le délire. Délire mystique, délire, ainsi de suite. Il dit, Jean, écoute, j'ai dit, oh my God,
tellement une différence entre toi et ces gens-là. Mais, OK, fine. Laquelle? Il dit... Et ça, cette phrase-là, elle est très importante. On ne définit jamais une personne par ses croyances, mais par ce qu'il en fait. Et c'est ça, la différence. En d'autres termes, les gens qui vont à la messe et qui croient profondément, qui ont la foi, qu'ils mangent la chair de Jésus-Christ, pendant que le prêtre boit son sang. C'est le miracle de la transsubstantiation. C'est ça. C'est pas un symbole, là. L'Église enseigne, c'est la chair et c'est le sang. Oui. Ça, c'est que ce soit très clair. Ça fait sadique, hein? Des sens, oui. Ben, ça fait cannibale d'un bord pendant que l'autre est vampire. Ah ouais. Alors, mais c'est ce qu'ils enseignent, c'est ce qu'ils croient. Et il y a des gens, là, c'est pas tout le monde, il y a bien du monde qui va à la messe, je sais pas qu'ils y croient pas, mais ils s'en foutent. Ils vont... Mais il y en a qui sont très pieux et qui y croient. Il dit, est-ce que je vais enfermer ces gens-là? Il dit, tu parles d'une croyance, là. Tu crois aux extraterrestres ou croire que tu manges la chair d'un être invisible pendant que l'autre boit son sang. Le gars, il est parti depuis 2000 ans. Il n'y a pas un problème quelque part. Là. C'est un gros fake news, ça. Il n'y a pas un problème de santé mentale. Tu sais, non, c'est pas question que ce soit vrai ou pas. Ils y croient. Oui, Est-ce qu'il y a un problème de santé mentale chez ces gens-là? Parce qu'ils croient à ça. Puis là, il ne faut pas oublier, on est à Ottawa. Ils disent, moi, là, j'ai des patients, des hindous, des Thaïlandais, des Japonais, Ottawa, c'est une métropole d'une certaine... Pas autant que Toronto, mais il y a toutes sortes de monde dans ça. Ils disent, ils ont des croyances, mon chum, je vais te dire, là, wow! C'est assez pesant. Mais il dit, ça ne les définit pas. Ils travaillent, ils sont fonctionnels, ils ont une femme, des enfants, des fois 3 femmes, mais ça dépend de la religion. Ils viennent ici, ils sont corrects, là, ils sont pas malades. Ils ont des problèmes de déprime, comme toi. Ils sont découragés, des fois. Ils sont... mais ça va. Ils sont pas mentalement dérangés. Mais ils ont des croyances bizarres. Mais ce qui définit un individu, c'est de savoir est-ce qu'il est fonctionnel ou il ne l'est pas. Es-tu fonctionnel ou si tu ne l'es pas? Oui. Tu peux croire à n'importe quoi, mais si quand tu as fini ton émission, tu retournes chez vous avec ton mari, Carole, toi je parle, tu retournes chez vous, puis tu t'occupes de... T'as un commerce, toi, je pense? Tu gères un commerce? Mais là, je le loue, là, présentement, je m'en occupe plus. Ah, mais en tout cas, il y a une époque, tu gérais ce commerce-là. Oui. Tu t'en occupais, puis là, c'est compliqué, ça. Parle-en à ma femme, là, la gestion des papiers, puis c'était quoi, un garage, ça, c'est ça? Oui, exactement. Ben oui, mais là, il y a des pièces là-dedans, puis il faut commander ci, puis commander ça, puis payer l'autre, puis c'est ci, puis c'est ça, puis les comptes en retard, puis tout ça. T'es payé, si t'es fêlé ici, là, ouais. Ben si t'es fêlé ici, là, marchera pas, là. Non, ça, tu peux... Non, tu vas regarder ça, puis tu vas dire, je remets ça entre les mains de Dieu. Tu sais, je veux dire, mais il s'en occupera pas, là. Non, bon. c'est ça. Alors, c'est là. Si tu es fonctionnel, je parle pas, là, hyper brillant, là. Fonctionnel. Si t'es juste laveur de vaisselle, mais tu laves la vaisselle. T'es capable de penser, t'es capable de la puis après ça, la serrer, puis après ça, c'est fini, tu retournes chez eux, tu t'occupes des enfants, t'es fonctionnel, là, tu sais. Tu peux avoir les croyances que tu veux. Tu es fonctionnel. Alors, pour quelle raison certains psychiatres, certains scientifiques, certaines gens très ordinaires vont traiter de fous systématiquement ceux qui disent qu'ils croient aux ovnis ou aux extraterrestres? Y a quelqu'un qui va m'expliquer ça? Oui. Mais sauf, puis je vais être bien mauvais avec quelqu'un qui va traiter les gens de fous et de sceptiques et de les extraterrestres, que ce sont des schizos, fous, on va dire un instant, toi là. Un instant. Ça va s'appeler libelle diffamatoire, mon chum, vite fait. C'est vrai. Comprends-tu, là? Oui. À un moment donné, il y a des limites, là. Oui. Là, il faut que ça arrête. Il faut que ça arrête. On ne peut pas laisser les gens traiter les autres de fous, de malades, juste parce qu'ils ont des croyances. C'est comme si je traiterais les non-croyants de fous parce qu'ils croient à rien. Exactement. Ça serait... À charge de revanche, là. C'est ça, exact. Ce serait une attitude qu'eux-mêmes diraient, ça n'a pas d'allure de dire ça. Mais ça n'a pas d'allure. Mais c'est...
Moi, j'en reviens pas, le nombre de... L'autre jour, je lisais Jill Tarter. Jill Tarter, elle est... Tout le monde se souvient du film Contact? Oui, avec Jodie Foster. Avec Jodie Foster. Qui traduit elle-même ses textes aussi. Un film de Robert Zemeckis. Elle parle très bien français. Bon. Jill Tarter, c'est Jodie Foster. OK. C'est elle que Jodie Foster interprète son rôle. C'est elle qui a fondé SETI, puis l'écoute, puis toute l'affaire. Donc, Carl Sagan, en écrivant son roman Contact, c'était inspiré d'une collègue. C'était d'elle qu'il parlait. Ouais. D'accord. Alors... Ça, je savais pas ça. Oui. Jill Tarter. T-A-R-T-E-R. J'ai bien aimé Contact. J'ai adoré ça. J'ai adoré ce que Jodie Foster a fait. Puis j'ai bien aimé le livre de Carl Sagan aussi. Sauf que la Tarter, je l'ai moins aimé récemment. Parce qu'elle a fait une déclaration à l'effet que qu'éventuellement la découverte d'extraterrestres va devenir une réalité, puis ainsi de suite. Ça, c'est correct qu'elle dise ça. Ouais. Jusqu'à ce qu'elle dise... On ne parle évidemment pas des pseudo-ovnis, des pseudo-témoins, puis ainsi de suite, en les traitant, en toute fin pratique, d'ignorants, de ci ou de ça. Tu sais, ça m'a écœuré de lire ça, de sa part. Ouais. Cette espèce de mépris-là. Dès qu'il est question d'extraterrestres, tout ce qui touche à la question des ovnis, on passe pour des maudits fous. C'est vrai, hein? Et là, je commence à trouver ça pesant. Mais c'est ramener vers ce qui est acceptable des choses qui sont chargées de choses, mais qui sont inacceptables, comme tu le dis, les soucoupes volantes, les martiens, les gris, etc., les témoins, ça ne passe pas bien. On est une gang de farfelus. Donc, si les scientifiques qui connaissent le dossier de la possibilité de la vie extraterrestre, peut-être pas plus loin que la planète Mars, hein, on se le dit, mais microbienne, semble-t-il. Même pas. Ils sont même pas rendus là. Alors, pour éviter de mêler les genres, ils vont se distancier un petit peu de ce qui existe dans la culture présentement et qui concerne l'extraterrestrialité ou peu importe comment on peut appeler ça. Je pense que c'est un geste qui est raisonnable au sens de la raison scientifique, tu comprends? Mais ça fait... Tu me feras pas aimer Chastony ici, là. Je m'excuse. Hein, Jean? Mais ça, c'est un être méprisant. Non, on va devoir aller à la pause, mais Jean, toi, tu t'en vas à la salle directement. Oui, mademoiselle. Merci de ton passage. Merci de m'avoir reçu. C'est très, très le fun. Tout le temps, fait longtemps que tu n'es pas venu et tu n'as pas vu les nouveaux studios en plus, comment c'était aménagé. Alors, on vous revient tout de suite après. Ne quittez pas. À tantôt. On est de retour en studio avec justement Jean Cazot et Bruno Lefebvre. Là, maintenant, Jean Morissette est parti à la salle à la préparation. Ça va être quelque chose de gros. Et je vais commencer à vous faire une petite partie météo parce que là, présentement, c'est important. J'aimerais ça que ceux qui veulent se rendre en studio, vous allez, pas en studio, mais à la salle, vous allez voir qu'il n'y a pas de tempête, c'est du soleil mur à mur. Oui, à l'oiselière. Exactement. Oui. Il fait présentement -7 ressenti, -12. Cet après-midi, on va faire -6. Cette nuit, il devrait faire -14. Le ciel va être dégagé, ceux qui veulent faire de l'observation. Les étoiles sont tellement bien visibles en plus quand il fait beau comme ça. Je ne sais pas si c'est le froid et le chaud qui fait que le fait... Le froid condense l'humidité, alors il y en a moins. Mais sauf que les étoiles paraissent plus brillantes, surtout à l'horizon. Dimanche, demain, -6 degrés. On va avoir lundi, et dimanche et lundi, du soleil, -3. Mardi, peut-être un risque de très faible, -10. Ça va être un peu nuageux, -3. Mercredi, -3. Jeudi, 0. Température très agréable avec quelques nuages, mais 40% de probabilité sans pluie. Vendredi prochain, c'est pareil. Là, je vous dis ça jusqu'à samedi prochain. Donc, température très agréable pour se rendre à une belle journée. Et j'aimerais ça savoir aussi ceux qui ont des textos, qui ont des questions à poser à notre invité aujourd'hui. Ou des bêtises. Ou des bêtises. Mais ça peut être un beau commentaire agréable. Je vais vous lire à la radio. Donc, vous pouvez le faire
faire au 581-500-1196. Et pour se rendre à l'hôtel, là, c'est le 165A route Président Kennedy à la sortie 300 je m'en sais pas, sortie Lévis-Centreville. C'est l'hôtel qui est juste sur le coin. En rentrant, c'est la première hôtel qu'il y a sur le bord, à votre droite. Une belle grande hôtel beige qui s'appelle l'hôtel Loiselière. Tout se fait au sous-sol. Donc, quand vous rentrez, passez tout droit jusqu'à l'ascenseur. Soit vous prenez l'ascenseur ou vous prenez l'escalier qui est juste à votre droite. Et la salle est juste sur le bord de la porte des escaliers. C'est pas très compliqué. Puis là, il y a quand même des gens qui ont commencé à rentrer. Ça, c'est sûr et certain. Je ne sais pas. J'en attendais quand même, peut-être, mettons, entre 60 et 100. Mais tu sais, les gens qui disent, oui, j'y vais, mais il y en a beaucoup qui peuvent dire comme, tant pis. Si vous venez pas, tant pis, vous allez manquer quelque chose d'extrêmement bon, très original. Oui. Parce que la façon dont j'ai monté tout l'hommage à Jean, tout l'ensemble de ce qui se passe aujourd'hui, ça n'a jamais été vu de cette façon-là. Puis c'est ça que vous allez voir quelque chose de particulier. Moi, j'aime ça faire les choses autrement parce que je suis faite pas comme les autres. Ça donne de même. Mais en tout cas, c'est le fun. Ben, c'est merveilleux. Vous allez aimer ça. Mais il n'y a pas d'extraterrestres en salle. Mais à moins qu'il y en ait, café. Ben, il va en avoir un. Ben, il va en avoir il va lancer son livre qui s'intitule Un extraterrestre à la radio. Il va nous en parler. Je ne le lance pas. Ouais, il le lance en 2020, mais il va nous en parler. Et cet extraterrestre étant bien sûr Jean Cazot, on a finalement la réponse. Oui, Jean Cazot est un extraterrestre. Il vient de quelle planète, Jean? Amos? Amos, oui. Et le pays des grosses mouches. Oui, les mouches, oui, les intra-mouches. Oui, ils sont ma immenses. femme fait des faces. Ça, c'est Bruno, il est de même. Carole, elle sort une fois par mois. Ah, c'est 2 fois par année. À cette heure, Carole, elle a compris, la pauvre enfant. Il a pris du temps, mais elle a fini par admettre la réalité. Là, tu parles comme un curé. Oui, c'est ça. Ben, je souffre de personnalités multiples. Est-ce que tu vas être justement le curé quand tu vas donner ton hommage? Ah, j'ai pas trouvé de robe. Si quelqu'un peut amener une robe noire, je vais mettre un saut de curé. C'est le psychotique de la journée, c'est lui. Oui, ben c'est ça, exactement. Moi, regarde, Jean, c'est ça qui est fantastique. Quelqu'un qui a bu 4 bières et qui voit arriver un objet bizarre qui ne correspond à aucune caractéristique aérodynamique d'un avion, d'un hélicoptère, d'un planeur ou quoi que ce soit, ben, il va quand même voir cet objet-là au-dessus de sa grange comme sa belle-sœur à côté qui n'a pas bu une goutte d'alcool. Mais le gars qui a bu, lui, non, il peut pas. Fait que si quelqu'un souffre d'un mal de tête ou a fait une dépression dans sa vie ou a des problèmes relationnels d'ordre psychiatrique, il va quand même voir le char passer dans la rue, il va voir l'avion à l'aéroport, mais là, s'il voit un ovni, là, c'est Schachter avait été bien clair. La dépression, lui, n'a jamais vu ça comme une maladie mentale. Lui ne voyait pas ça comme une maladie mentale parce qu'une maladie mentale affecte la réalité. Comme par exemple, bipolaire peut tomber facilement dans un délire mystique à pu finir. Oui, sur un high incroyable. Ah oui, incroyable, ainsi de suite. Schizophrène, on le sait, va souffrir d'hallucinations auditives, visuelles, qui perturbent sa fonctionnalité. C'est ça qu'il disait. C'est sûr qu'une personne qui souffre de dépression peut ne pas être fonctionnelle, c'est-à-dire elle n'est pas capable d'aller travailler, elle est prostrée, mais ça n'affecte pas son activité mentale, dans le sens que elle est quand même capable de distinguer la réalité de ce qui n'est pas réel. Si ça arrive, c'est pas à cause de la dépression, c'est autre chose. C'est autre chose. Non, mais c'est important de le mentionner. Donc, je souffre de maladie mentale parce que chez moi, il y a un alligator carotté dans mon bain. Oui, Bruno. Oui, je me souviens bien. On l'a nourri tous les deux. Non. C'est vrai. C'est vrai. On lui a donné des Big Mac. Oui. Non, mais il y a un sofa de l'autre côté ici en studio. Si vous voulez qu'on s'étende, étendez-vous. Moi, je vais faire des On se rassis sur une chaise. De loin. C'est ça, de loin, oui. Non, mais c'est important de le dire. Dites-moi tout. Mais c'est important. J'ai fait une sortie tout à l'heure, mais c'est parce que je suis en pleine rédaction de ce livre-là. Je suis dedans, là. Et pas en rédaction, mais en pleine révision.
Et je repasse des passages que j'ai écrits il y a un mois ou deux, puis là, je retombe là-dessus, et je viens en maudit à chaque fois, puis je renforce le texte à ce niveau-là. Parce que je trouve ça incroyable, la bêtise de gens présumément intelligents. Des gens, comme des scientifiques notamment, des journalistes, des gens qui ont une fonction et qui ont décidé, eux, que parler d'OVNI, c'est une preuve de déséquilibre mental. Ouais. C'est ahurissant de dire ça. J'en reviens pas. Mais moi, si je suis en train de faire ma vaisselle, puis que, comme tu disais tantôt, l'exemple, puis que je commence à discuter avec mon assiette qui me parle, là, j'ai un problème. Là, il y a un problème. C'est ça. Mais si j'y parle, puis j'ai dit, bon, t'es toute propre, t'es toute belle, c'est beau. C'est beau, t'as le droit de parler tout seul. Non, mais de là à dire que ton assiette te répond, là t'as un méchant problème. C'est ça qu'ils disent. Hein? Tu fais de la vaisselle Wi-Fi et t'es correct. Oui, mais toi, ton alligator dans ton bain te parle. Là. Bruno, je pense que... Il est carotté, en fait. Fais ajuster ta médication, peut-être. Ouais. Ou... Je sais pas. Mes pénunes. Oh, tes yeux tellement. Oui. Eh, mon Dieu. Il fait peur. Non, mais c'est fou. Je rejette ça avec une hargne mal consommée. Mais moi, je l'ai vécu 53 ans de temps. Ça, c'est tannant. Vraiment, mon Dieu, je te comprends. Il y a quelque chose que je pourrais te dire, que je pourrais compléter, Jean, juste une seconde sur ce que tu dis. C'est qu'il y a une différence entre avoir 3 doctorats et être intelligent, et l'imbécilité, la stupidité, le fait d'être abruti, d'être une andouille, ça touche tout le monde. Même les gens intelligents et ceux qui sont aussi plus intelligents que la moyenne des autres. Une personne comme ça, super intelligente, peut être absolument stupide, relationnellement, être une parfaite imbécile ou un parfait imbécile. J'ai remarqué quelque chose, quelqu'un qui a un doctorat ou même plus, c'est quoi l'autre? Le doctorat ou le doctorat, c'est pas pire. C'est le top, hein? C'est pas mal les top. Ouais. Mais demande-lui de faire autre chose qui est si simple pour tout le commun des mortels, il sera même pas capable de le faire parce qu'il y a tellement juste ce qu'il a appris. C'est comme ça que ça marche. Demandez quelque chose à faire d'autres choses de plus simple. Va lui demander de faire un changement d'huile, je connais pas ça. Ben, c'est ça. Puis il y a des cas où c'est nécessaire aussi. Moi non plus. Moi non plus. Mais quelqu'un, par exemple... Voyons donc, vous êtes dans mes poches. Moi, j'ai connu un maître d'orgue. Le gars, il joue de l'orgue à l'église, mais c'est un maître. Il fait des tournées à travers le monde avec ça. Quand il est venu le temps d'ouvrir l'escabeau dans la cour puis aller enlever quelque chose, c'est moi qui l'ai fait parce que il avait peur pour ses mains puis c'était quelque chose qui était inscrit en lui depuis qu'il a commencé à jouer de la musique quand il était petit. En fait, ça, c'est le gars qui m'a volé mon ex-blonde. OK? Fait que je nommerai pas personne ici, mais j'ai trouvé ça tellement... T'as-tu une pelle dans ton coffre de char? Non, j'ai pas de char. Mais ma pelle a 4 roues, par exemple, et elle est carottée. Je peux t'en passer une. Oui, merci. Mais c'est ça, regarde, dans ce temps-là, non, mais moi, je comprends ça, mais moi, c'est au niveau de l'attitude. C'est cette femme, je reviens encore sur Jill Tarter, ou l'autre, le gouverneur, la frisée, là. L'astronaute. Oui, l'astronaute. Oui, Mme Julie Payette. L'astronaute Payette. Bon. Moi, quand elle a dit, je l'ai vu à la télé, on me l'a pas rapporté, je l'ai vu à RDI. Elle a répondu à la question. Qu'est-ce que vous pensez de ces gens-là qui disent qu'ils ont vu des extraterrestres ou des soucoupes volantes ou des choses? Et elle a répondu, vous savez, nous sommes dans l'espace depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies. Rien de tel, évidemment, n'a été observé. Alors, on ne peut pas, sur la base de témoignages de gens, de promeneurs du dimanche, qui soudainement voient des choses, que ça ait un sens. Tu sais, c'est toutes des malades. C'est ça qu'elle est en train de dire. Là. Comment ose-t-elle, cette femme-là, s'adresser à... Moi, je dirais qu'on n'est pas loin de... On n'est pas loin de quoi? 75, peut-être 80 millions d'observations qui se sont fait connues, sans parler de tous celles qui ne sont pas connues. Comment elle peut dire que ces gens-là se sont tous trompés? Tous! Parce qu'oublie pas une chose, Carole, ça n'en prend rien qu'une.
de vrai. Juste une. Vrai. Si tu t'en vas dans le milieu du lac Saint-Jean, puis tu pognes un poisson, il y en a d'autres. On s'entend? Effectivement. Hein? S'il y a un poisson, il y en a d'autres. J'aime ça, ton exemple. Si tu vois un objet qui ne vient pas d'ici, si un seul des millions de témoignages qui existent depuis 60 ans est vrai, authentique, ça veut dire qu'il y en a d'autres. Ça veut dire qu'elle est dans le champ, la frisée, là. Elle est aux fraises, là, elle, là. Elle n'a pas compris. Non. Elle n'est pas honnête. Elle n'est pas honnête. Elle oublie aussi qu'un jour, il y a un homme qui s'est présenté aux Nations Unies puis qui a dit « Je suis à même de vous déclarer officiellement, mesdames et messieurs, que nous avons observé des choses et nous continuons encore à détecter des objets ayant des formes et développant des énergies qui ne viennent pas d'ici. » Gordon Cooper, astronaute, qui est allé dans l'espace aussi longtemps et aussi souvent que Julie Payette. Ouais. Cooper, c'est Mercury puis c'est Gemini. Puis il a été sur Apollo aussi, une des missions Apollo. Gordon Cooper. Moi, je 1955. Alors, quelque part, est-ce qu'elle sait ça, elle? Ben oui. Mais est-ce qu'elle sait, puis elle s'en fout, ou elle est ignorante et se sert de l'opprobre général que les gens ont envers les ovnis pour être à la mode puis dire, gars, on ne peut pas se fier à ce monde-là, c'est pas fiable, c'est du monde ordinaire. Comme elle le dit, des promeneurs du dimanche. Et ça. Ouais, c'est très péjoratif. Valait mieux que je ne sois pas en studio à ce moment-là. Ouais. J'aurais éclaté. Je te jure. C'est une expression qui date du 19e siècle. C'est totalement condescendant. Cependant, à la décharge de Julie Payette, elle a déjà affirmé, peut-être que c'était à Infoman, mais elle a affirmé, on lui a demandé s'il s'était passé quelque chose d'étrange dans l'espace, quand elle était dans la navette ou sur la station orbitale, lorsqu'il repressurisait le sas dans lequel les astronautes se trouvent en retour de mission, ça sentait les œufs pourris. Donc, elle a dit, l'espace semblerait sentir les œufs pourris. Donc, c'est de savoir qu'est-ce qui fait que ça sent les œufs pourris dans les sas. C'est du méthane, ça. Oui, c'est ça. Les œufs pourris, c'est ce qui dégage une odeur de c'est un gaz, pourri. C'est le méthane. C'est ça. Ça sent pas lorsqu'ils entrent dans le sas, et ça sent lorsqu'ils en reviennent. À péter avant de rentrer. Ouais, puis là, elle pète plus haut un petit peu, c'est ça. Elle pète plus haut que le trou. Elle pétait plus haut, un peu dans les airs, dans l'espace. Elle sent plus. L'odeur a comme surpassé ça. On l'aime bien, Mme Payette, quand même. Mais il n'y a pas d'air dans l'espace. Alors, il n'y a absolument aucune possibilité que l'air de l'espace sente quelque chose. Il n'y a pas d'air. Il n'y a pas d'air. C'est des équipements, finalement, qui feraient on remet les gaz. Est-ce que c'était un dimanche quand elle a dit ça? Parce que peut-être qu'elle se promenait. Oui, c'est le jour du Seigneur. Les promeneurs du dimanche. En parlant de... Sa sortie spatiale, ça a peut-être eu lieu un dimanche, effectivement. Parlant de niaiserie, j'ai reçu un texto. Bruno, pour toi. Oui, c'est pour toi. C'est son alligator qui s'est échappé. Il s'appelle Karatégator. C'est toi qui l'as retrouvé. Mais sérieusement, ceux qui ont des textos, que vous avez des questions, puis cette même personne nous a dit allô, bonjour à toute la gang en passant. Je ne sais pas c'est quoi ton nom, j'ai juste ton numéro de téléphone texto, mais... on ne le nommera pas en nom, ce serait gênant pour cette personne-là. Non, c'est juste, ça commence par 952, mais c'est tout ce que je vais dire. Mais merci de l'avoir retrouvé, ça fait du bien à savoir. Oui. J'ai tellement pleuré quand il est parti. Je me suis dit que c'était à cause de ma médication, mais là, non, il était vraiment parti. Je veux saluer aussi Cyril Chag, en tout cas, qui nous suit à tous les samedis. Bonjour Cyril. Puis en même temps, lui, il dit qu'il nous écoute avec joie, avec cette ambiance euphorique parce qu'il trouve ça bien le fun, puis avec un petit bonhomme sourire. Merci. J'ai une question pour Hélène. L'oncle Hélène va devoir prendre le micro. Ça serait quasiment mieux qu'elle aille s'asseoir sur l'autre place en avant. Mais en tout cas, regarde, Hélène, la question vient de Chantal. Sa question est pour sa douce, comment tu fais pour vivre avec un phoqué?
C'est aussi simple. Non, il n'est pas si pire que ça, franchement. Non, mais on s'ennuie pas, par exemple. Ça, j'avoue, on s'ennuie pas. Il y a toujours quelque chose à faire. Il est toujours excité. Ben, pas toujours, mais il est souvent, faut faire ci, il faut faire ça. Mais non, on s'ennuie pas. Il me fait rire aussi, pas mal. Puis, dans le fond aussi, c'est un petit enfant. Hein, en plus, là. Oui. Ah oui. Non, il y a beaucoup de qualités. Franchement, mais qu'est-ce que je peux dire, c'est qu'on s'ennuie pas, puis la vie est pas plate avec Jean, puis j'imagine que non. Non, puis... Regarde, je fais juste passer quelques heures avec, puis je ris. Non, je suis bien chanceuse d'avoir dans ma vie. Jean est ému, mesdames et messieurs, je le vois, je suis à côté de lui. Il est ému. Ah, il y a le niveau de clarté des yeux qui a augmenté. Oui, là. En fait, je la fais rire, ça, c'est quand je m'en vais prendre ma douche. Là, elle me regarde bien comme il faut, puis elle voit tout. Bien crampé. Et un homme blanc hétérosexuel de 50 ans et plus. Ouais. Non, mais je OK, c'est Denise. On s'ennuie pas. C'est Denise, le 952. Bonjour, Denise. Bonjour, elle est là Denise. toutes les semaines, Denise. Où je suis sûre, parce qu'elle écrit souvent, de temps en temps, elle me donne un petit coucou. J'ai Sonia Tolositi qui dit « Je tiens à remercier Jean Cazot pour tout ce qu'il a fait pour nous. Je le connais depuis 5 ans et la première fois que je l'ai vu, c'était à Denis Lévesque. Bonne conférence. » Ensuite, Cyril, il dit que les gens qui vous traitent de fous, demandez-leur, tu penses que l'armée de ton pays en est par des fous? Parce que toutes les armées du monde reconnaissent l'existence des ovnis et pour ces derniers, ces ovnis sont si avancés technologiquement qu'il n'est pas rare que les militaires évoquent des ovnis venus, je cite, d'un autre monde. C'est le cas de l'armée brésilienne, hein, parce que le grand patron de l'armée de l'air brésilienne l'a reconnu officiellement. Ça a été diffusé assez largement au Brésil, au Chili, enfin dans ces pays-là, mais ça n'a pas été repris ici, ça. D'aucune manière, ça a été repris ici. Il n'y a pas CNN, TVA, qui tu voudras, n'ont pas dit le général en chef des forces armées brésiliennes, un tel, a déclaré ici, puis c'est ça, puis on les poursuit, puis on est incapable de les rattraper, ils échappent à nos radars, etc. Non, pas un son. C'est de la mauvaise foi, ça. Oui, absolument. C'est de la mauvaise foi, parce que le gars aurait eu le rhume, puis on en aurait entendu parler, tu sais. Oui. Alors ça, c'est de la mauvaise foi de la part des médias qui, essentiellement, les médias traditionnels, se tiennent très, très loin de la question ufologique aussi. Oui, parce que ça... c'est pas bon, c'est pas crédible, c'est pas sérieux. Puis ça te sort tellement du quotidien, alors que les bulletins de nouvelles, les journaux se disent tellement proches du monde. Hein? Fait que non, ils sont pas. Ils parleront pas du tokamak là, qu'ils sont en train de faire en France, le réacteur à fusion nucléaire, là, que ça a encore 10 ans à construire. Ils t'en parleront à la découverte, mais ils t'en parleront pas sur place. Non. Mais par contre, CNN ont consacré pendant une semaine de temps l'émission de Larry King live, à l'époque. C'était il y a 15 ans à peu près. C'était après les fameuses lumières de Phoenix qui aux États-Unis. Pendant une semaine, à 2 heures par émission, je pense, tout le monde y est passé, des généraux à la retraite de sais-tu armée, qu'est-ce qui est marine. arrivé avec ça? Ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant de ça. Les lumières de Phoenix, en Arizona, c'est une grosse observation collective par les gens de Phoenix, pas un tel puis un tel, là, par des centaines de milliers de gens qui ont observé ces lumières-là. Le gouverneur de l'État est apparu à la télévision avec une espèce d'extraterrestre innocent, là, en caoutchouc, là, avec un masque. Là. Un costume d'Halloween. Un costume d'Halloween pour se moquer des gens. Il a été obligé de revenir à la télévision, s'excuser, et il l'a fait, parce que des généraux, des militaires de l'Arizona, eux, ont contredit son imbécilité, ont affirmé que les chasseurs américains avaient été dans l'impossibilité de contrôler ce phénomène-là et qu'ils n'avaient aucune idée ce que c'était. Il a eu tellement l'air fou qu'il est obligé de revenir s'excuser de sa petite passe imbécile avec une chose en caoutchouc. Ouais. C'est un cas de figure. Oui. Ouais. Mais est-ce que ça... Non, mais attends une minute, là. Ça a-tu été repris ici, ça? Non. Non. C'est moi qui vous l'apprends. Oui.
Ça n'a pas été repris ici, ça. Non. À TVA, à Radio-Canada, ailleurs. Est-ce qu'on l'a montré, ça? Est-ce que seulement on l'a montré? Ouais. Pas tout. Ça me rend hargneux aussi. Ouais, après 53 ans. Ben oui, je vois ça, la petite écume sur le bord. Ah, oui, non, c'est ça. Là, non, mais c'est frustrant. Il y a l'eau de la pupille gauche qui shake. Parce que c'est de la mauvaise foi. Non, je comprends. C'est de la mauvaise foi. Et j'ai de la misère avec ça. Ouais. La mauvaise foi. Pour le bénéfice de nos auditeurs qui n'étaient pas à Phoenix ce soir-là, c'était quoi les lumières de Phoenix? Jean, tu me corrigeras. C'était genre 5, 6, 7, 8 lumières alignées. Alignées, parfaitement alignées. Et qui bougeaient, qui restaient stables, mais qui se déplaçaient toujours en formation. C'est-à-dire que ça ne partait pas dans tous les sens. Puis là, tout le monde a dit, c'est des petites ballons avec des lumières dedans. C'est des flares militaires. Des flares, mais c'est ça, l'hypothèse des flares, ça a été écarté dans les premières secondes. C'est ça. Quand ça voyage ensemble, que ça reste collé en formation, c'est silencieusement, et que les avions n'arrivent pas. Quand les avions de chasse sont arrivés, ils sont partis. Ouais. Non, écoute, un moment donné, réveillez-vous. Là. Ouais. C'est comme quelque chose. C'est l'OVNI de Place Bonaventure, la même chose. Le lendemain, dans le journal La Presse, ça fait la une de la presse, mais dans la petite colonne de gauche, c'était des petites publicités, des petites affaires, puis c'était écrit « Phénomène étrange à Montréal », puis il y avait l'équivalent de 3 phrases. Oui, exact. Puis on n'en a pas entendu parler. Au téléjournal, Bernard de Rome s'est défait le maxillaire inférieur le dernier topo du téléjournal, c'était celui-là. Donc, un bouge-trou, si on a le temps de le mettre. C'est ça, exact. Puis, c'est tout. Puis, on en a pu parler jusqu'à temps qu'il y ait de la recherche qui soit faite là-dessus, qu'on trouve des témoins et qu'on reconstitue pour la télévision ou des choses comme ça. Dont le commandant de la police métropolitaine de Montréal. Oui. Et de la GRC. Qui était sur place, et de la Sûreté du Québec. Alors, tu sais, à un moment donné, là, arrêtez. On va devoir encore aller à la pause. J'ai un petit quelque chose après, une petite surprise après la pause, mais restez là, on vous revient tout de suite après. De retour en studio, on a aussi quelqu'un au bout de la ligne. Il y a peut-être un petit peu de réverbère en arrière, par exemple. Steve Zuniga, est-ce qu'il est là? Steve et Raymond Choquette? Oui, est-ce que tu m'entends? Oui. Allô? Oui, je t'entends bien. Raymond Choquette, es-tu à côté de toi? Oui, je suis pas loin. OK. Raymond, comment ça va à la salle? Ça va très bien. Criez, go! Ça commence... oui, oh! Oh, ça applaudit, ça crie fort. Ça veut dire que la salle commence à être pleine. J'ai reçu une photo, j'en ai des frissons. J'ai les joues avec des frissons. Ça se peut-tu? Ça? Oui, ça se peut. Moi, c'est en dessous des pieds. Nous avons même un chien qui est dans la salle avec nous qui s'appelle Charlie. Charlie. Charlie, c'était un petit chien. J'ai pas pensé tantôt. OK, c'est beau. Je viens d'allumer avec Linda Boivin, justement. Alors, Linda Boivin et tous les autres conférenciers qui sont déjà sur place, je vous salue tous et j'ai très hâte d'arriver. Dans à peu près 1 heure, nous serons avec vous dans la salle. Présentement, je ne sais pas si vous avez écouté l'émission en direct dans la salle. Est-ce que je me trompe? On l'a écouté un petit peu, oui. Ah, bon, donc les gens savent un peu qu'est-ce qu'on a parlé un peu à la radio. Mais on est vraiment très excités et on a hâte d'être avec vous autres. Puis c'est ça, je me dirais que là, l'émission va de bon train. Est-ce qu'on a un commentaire ou est-ce qu'on a un message? Y a-t-il quelque chose que vous voulez nous dire avant qu'on retourne en studio? On a hâte de vous voir. Vous avez hâte de nous voir, ça c'est sûr. Ça va bien. La première conférence, Linda Boivin, médium, qui commence. Tout de suite après Linda, est-ce que tu peux rappeler qui est là? J'entends pas bien, Carole. Je l'ai dans le fond. C'est pas très bon. Non, le son est un petit peu réverbère un peu. Oui, on entend. Il y a comme. Oui, mais je m'entends parler en arrière. Ou je vous entends parler en arrière. Schizophrénie, Jean. Oui. Pourquoi tu me pointes du doigt, toi, en disant que je suis schizophrène? Non, c'est parce qu'on a parlé tantôt. Ceux qui entendent des voix. Oui. Mais là, j'en entends une, puis c'est une voix de mâle là, que je viens d'entendre. C'est Steve, ça, qui vient de parler.
Non, il parle plus. Bon. Ça y est, je suis vraiment schizophrène, faut croire. Non, mais l'enlèvement a eu lieu. Elle est folle, ma foi. J'ose pas y en parler. Hey, je vais t'envoyer comment t'as appelé ça tantôt, toi, ceux qui traitent le monde de fou? Ah oui, c'est vrai. Une diffamation. Une diffamation. Une libelle diffamatoire. Alors, regardez les gars et toute la gang en salle. Si vous m'entendez tous, on a très hâte d'y être. Dans à peu près 1 heure, on devrait être là. Et Jean Cazot est de toute beauté, ainsi que son épouse. Mais il est chic. Il est-tu beau, rien qu'un peu? C'est le fun. Puis il est nerveux un petit peu, là. Quand il a entendu le monde applaudir, là, la petite nervosité dans l'œil, là. Non, ben, c'est l'œil qui saute un peu. Moi aussi, j'ai ça un peu, mais comme qu'il dit, en dessous des pieds, ou tant que. Un orgelet, ça. Alors, merci beaucoup d'avoir fait entendre la foule en délire. Et merci aussi, Steve, pour la photo qui montre déjà que certaines personnes sont déjà dans la salle. Oui. C'est vraiment le fun. On est au moins à 2/3 près de plein. Puis on a fait rajouter des chaises, donc c'est quelque chose. Ça va bon train pour l'hommage à Jean Cazot qui a lieu aujourd'hui, non seulement dans nos studios en direct à la radio, mais à la salle de Loiselière, avec une pléthore d'invités, les plus fascinants les uns que les autres, mais pas au sens psychiatrique, là. Déjà, ici, ça va très bien en studio. On commence à le poivrer tranquillement, pas vite, là. Mais ça va être il n'a pas souffert encore. Il n'a pas souffert, c'est bon. Tant que c'est pas du poivre de Cayenne dans une petite affaire de la police, il n'y a pas de problème. Alors, c'est ça. On vous dit à tantôt, les gars. À tantôt. Merci, bye-bye. Bon. Ben écoute donc, c'est le fun. Oui. On a entendu, OK, mal, mais on entendait crier et applaudir les gens en arrière. Je trouve ça extraordinaire, mais il m'a envoyé une belle photo en privé pour me montrer à quel point qu'il y a du monde. C'est vrai que la salle est pleine à 2/3 pratiquement. C'est fantastique. Oui, je suis bien contente. Je suis bien contente parce que on n'aura pas fait ça en vain, en fait. Puis je sais que les gens t'aiment, Jean. Donc, ça aide, ça. T'es notre vedette d'aujourd'hui. Mais là, aujourd'hui, la vedette, là, moi, j'ai su entre les branches, en tout cas, entre les branches de ton arbre, parce que c'est toi qui m'en as parlé. Tu as joué de la batterie dans un groupe, toi. Oh, mon Dieu, tu me ramènes loin. Ben, un groupe, non, c'est pas tout à fait ça. Ce qui s'est passé, c'est que très, très jeune, j'étais jeune. Mais dans les années 50, ça se passe? Ben, ça a commencé dans la fin des années 50, oui. OK. Où j'avais des baguettes et je battais partout. Je suivais le rythme de la musique que j'entendais sur tout et n'importe quoi. Tu sais. T'as le beat. Hein? T'as le beat. Oui. Ça a l'air que tu l'as encore aujourd'hui. Oui, je l'ai encore. Oui, je peux en témoigner, oui. Et ce que j'ai fait, c'est que il y avait un groupe qui se produisait dans la salle des Saint-Martyrs en bas, là. Oui. Et le gars m'avait dit, écoute, il m'avait vu, j'avais joué sur son set, c'était des coronettes, je me souviens de ça, la marque de drum, c'est des coronettes. Et il m'avait tout gold avec des paillettes, là, tu sais. Décoré. Non, mais c'était le métal. Brillant, là, ouais. Brillant, là. C'était le kitsch. Oui, comme dans Retour vers le futur, là, le Coronet, c'est ça. Avec le gros sigle sur le bass drum avec le nom, là, puis toute l'affaire. Et il me disait, écoute, il dit, la clé du placard, si tu veux, vas-y, je te laisse aller dessus. Puis ça, c'est rare qu'un drummer va faire ça. Là, oui. Mais c'est ça. Et j'avais des amis qui grattaient de la guitare. Fait qu'on se faisait des représentations. Puis une fois, on avait donné un petit show. Alors, mais ça marchait pas pantoute, parce que, je veux dire, la bass marchait pas pantoute avec le gars marchait pas avec le drummer. C'est que moi, et en plus, je suis ce qu'on appelle un rhythm and beat. Alors ça veut dire, normalement, le gars donne le beat, puis les musiciens suivent le beat. Moi, j'attendais que les musiciens partent. C'est moi qui suivais les musiciens. J'aimais mieux ça. Et, en tout cas... Tu m'attends que tu travaillais dans la fonction publique, tu sais, les petits bâtons, là, tic, tic, tic. Oui, non, ça, c'est tic, tic, là, c'est là que la musique commence. Oui, mais ça, j'haïssais cette partie-là. Puis j'ai un chum, moi, qui s'appelle Richard Leblanc, qui est dans l'Outaouais, et qui a un set de drum électronique chez lui. Puis lui, il joue de la guitare avec son... Et j'y suis allé souvent pour les accompagner.
Et si bol, 50, 60 ans encore après, Jean-Chris, veux-tu partir? J'attends qu'il commence. Mais là, je continue la même affaire. J'ai ça par tic-tic-tic. Votre groupe, c'était quoi? On sait qu'il y a Tigers, on s'était appelés les Tigers. Ça n'a pas duré. OK. Il y avait César et les Romains. C'était pas Ponce Pilate et ses lavabos. Non, c'était pas... Non, c'était vraiment, là... oui, c'était une folie de jeunesse. Ça n'a pas duré, ça, cette affaire-là. Mais j'aime ça. Je drumme partout dans l'auto. Puis, qu'est-ce que tu veux? Je l'ai, cette affaire-là, puis ça me c'est de même. Ça va avec... Ça n'a pas fait une carrière, ça, là. Non, OK. Mais Caroline, avoir su, j'aurais emmené un drum là-bas pour te faire jouer un peu, mais... Mais on mettra du chaudière. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. On peut faire un appel à tous. C'est vraiment, là... Il y a toute une ambiance qu'il faut qu'il s'installe, là, pour que je parte dans ça, là. Mais je peux te mettre une lumière disco, moi, puis tout, puis tout. Non, mais je serais pas dans ça. Ça a l'air qu'il y a une boule disco dans la salle de... Je serais pas dans ce mood-là, je te le dis tout de suite. Non, je suis pas... Moi non plus, je pense. Non, vraiment pas. C'est ça. Mais il y a une autre chose que tu as faite quand tu étais jeune. Tu as été dans les cadets, mais l'armée de l'air ou de terre? Non, ni un ni l'autre, Navy. L'armée, Navy. Ah, mon Dieu. Ah oui? Oui. Il y a des cadets dans la marine. Il y en a dans les 3 Je savais que c'était terre, air, mais il y en a marine, dans les 3 forces. Pas. Les 3 forces. Ah, ouais. Ça, j'ai adoré ça. Mais ce que j'ai aimé le plus, c'est plus tard, dans la vingtaine, je suis rentré dans la réserve comme officier de réserve. OK. Je me suis présenté... Ça m'écoeure, parce que j'étais élève officier, parce que quand tu rentres, tu es élève officier. J'étais en train de suivre mon cours d'officier à Valcartier. Et j'adorais ça. Et je m'occupais des cadets. En retour, je m'occupais des cadets. Tu sais, je me serais occupé d'eux autres, je serais allé avec eux autres faire des affaires les fins de semaine, puis tout ça. C'était en 1975, ça. Ça, c'est à l'époque où je venais de laisser tomber la SRPM au complet. J'avais arrêté, j'avais commencé en 1966, la SRPM pour les ovnis, je pense. Mm-hmm. Puis en 1975, j'ai tout arrêté. Mariage, enfants, job, sont venus tout remplacer ça, là. Au niveau de la responsabilité, d'abord, du temps disponible. Et là, ça rentrait l'activité ufologique entrait en conflit là, total et absolu avec ma vie d'ufoleur. J'ai mis ça de côté et c'est là que la proposition de rentrer dans les forces est venue. Tu sais. Et parce qu'à ce moment-là, j'étais à la Protection civile du Québec, puis j'étais en charge des relations publiques, en charge des communications d'urgence et tout ça. Que j'adorais. J'adorais faire ça aussi. Mais ça aussi, c'était demandant, je peux te le dire. Tu sais, je veux dire, on en travaillait un coup, puis des réunions le soir, puis des ci, puis des ça. Fait que les ovnis avaient pu... Et là, j'ai fait application pour rentrer dans les forces en même temps que la protection civile. Et j'étais à Valcartier, j'étais en train de suivre mon cours. Et bang, arrivent les grosses inondations de 76. Il n'y a pas grand monde qui va se souvenir de ça, mais ça a été assez gros. Et là, ben, c'est évident que j'ai dû quitter le cours. Puis là, ben, je suis allé partout au Québec en tant qu'officier de communication d'urgence. Puis là, envoyé à Saint-Michel-des-Saints, puis à Gatineau, puis partout où il y avait des grosses inondations. Je me souviens d'avoir fait une raid d'hélicoptère avec un gars qui avait fait le Vietnam. Et je vais te dire, les films de Rambo, là, quand on voit l'hélicoptère là, qui sillonne la rivière à peu près à 6 pouces au-dessus de l'eau, là, il faisait ça, eux autres. Lui aussi, il arrivait de là. Fait que, regarde, on a eu la ride maison. Tu sais, c'était quelque chose. Alors, on s'est retrouvés, j'ai adoré ça. Mais, ce faisant, je n'étais plus... j'ai pas pu me rendre à mon grade d'officier parce que j'ai pas complété mon cours. Puis, eux autres, ils pardonnent pas. Si t'abandonnes, t'abandonnes. T'sais. Fait que si tu recommences à zéro. Bon, là... Non, j'ai laissé tomber. Mais j'aurais aimé ça. Je pense que j'aurais fait un bon officier. C'était dans mon caractère, ça. De faire ça. Alors, mais c'est fatum, hein? Ouais. Mais tu imagines la conspiration que tu viens de lancer? Jean Cazot, ancien militaire,
supposément qui n'a pas fini ses affaires et qui vient parler des ovnis. Ça a l'air d'un gars qui est planté par l'armée canadienne. D'un neige en double, toi, chose. Faisant semblant de dire des affaires sur le phénomène, en fait, il nous amène complètement de l'autre bord pour pas qu'on voie ce qui se passe vraiment. Est-ce que c'est possible, Jean Cazot, agent? As-tu pris tes pilules? Dans tes dents, mon Bruno. Ben, c'est ça que je pensais. Voilà. Alors, ça a été mes aventures. Mais tu as été aussi pour la protection civile. Tu as fait, tu es en charge de la communication et de l'information en état d'urgence. Oui, ça, ce que j'ai fait, là, je ne l'oublierai jamais, ça. Le lieutenant Jean Cazot, c'était toi, ça? Oui, bien, c'est sous-lieutenant, étant donné que j'ai pas fait mon cours. J'ai pas le droit de dire que j'étais lieutenant, mais dans mon cœur, je l'étais. J'ai le droit de le dire. Et j'aurais aimé ça l'être aussi, mais je voulais me rendre jusqu'à capitaine. Ça, j'aurais été content de ça. T'sais. Mais en tout cas, ça n'a pas marché, on oublie ça. Okay. Mais la protection civile, ça, je me rappelle comme si c'était hier. Dans la SRPM, moi, j'avais un de mes amis qui s'appelait Jacques Roussin. C'est un peu lui qui m'a aidé à mettre le magazine AFA en marche. Il m'a aidé énormément là-dessus avec René Pigeon, puis il y en avait un autre, mais j'ai oublié son nom. Parce que pas loin de 70 ans, c'est la première fois qu'on commence à oublier, c'est les noms. Hein. Je peux te le dire tout de suite. Moi. C'est ça, là, ça part, ça n'a pas de bon sens. C'est les noms, j'en viens pas. Des noms de gens connus, que je connais, mais j'oublie le nom. Mais j'y connais. C'est chiant, ça. En tout cas, il n'y a pas ça vieillir. Et alors, lui, j'ai oublié son nom. Mais reste que j'étais assis avec Jacques, puis il me parlait de la protection civile, puis il me disait, ils font ci, ils font ça. Je me suis levé de bout. Je suis parti comme une balle. J'ai pris rendez-vous avec le directeur général de la protection civile qui était sur la rue Jackson, en bas de la côte. C'est dans le bas de la ville. Il a accepté de me rencontrer. Ça n'a pas trop qui j'étais. Je me suis assis dans son bureau, puis j'y ai vendu la job qui avait besoin d'un officier de communication d'urgence. Et moi, entre autres. Avec expérience, quelques années de radio, pas plus, comme journaliste, mais qui connaît bien le milieu des journalistes. Il y avait un petit peu de bullshit dans ça. Mais j'étais vendeur. J'ai eu la job fonceur on the spot. Oui, c'est le fun. On the spot, c'est ça. Et j'ai adoré ça. Mais j'en parle dans le livre qui va sortir l'an prochain, là. Le moment le plus intense de ma vie, en dehors de l'ufologie et de la métaphysique et de l'ésotérisme paranormal, c'est de m'asseoir dans une roulotte infestée de mouches avec un monsieur qui regarde dans le vide, là. Et on me dit, Jean, tu passes la nuit avec et arrange-toi pour qu'il fasse rien de... J'ai dit, OK. Et c'était la tornade de Saint-Bonaventure. C'est ça, j'allais te dire. Tu as assisté. Tu étais là dans ce temps-là. J'étais là. On est arrivé quelques heures après. C'était un champ de guerre, comme si avait été, pas dynamité, mais bombardé. Et ce monsieur-là, la raison pour laquelle il était dans cette roulotte-là, c'est que quelques heures avant, pendant la tornade, juste avant que la tornade prenne son maximum, lui vivait avec sa femme et ses deux petits dans une maison mobile, qu'on appelait ça dans ce temps-là. Et il est sorti à la course pour ouvrir son camion, préparer les sièges pour les petits, parce qu'ils évacuaient. Là, il commençait à avoir la chienne. Là. Et quand il s'est retourné de bord, la maison mobile était 40 pieds dans les airs. Et il ne l'a jamais revu. Il a perdu sa femme et ses deux petits. Patrice et Patricia, qui avaient à peine quelques mois. Alors, il est tombé dans un état un état second. Il parlait pas, il disait rien, il était sur un choc. Mais je comprends donc. Et à cette époque-là, évidemment, les services sociaux, c'était plus lent. Normalement, les ambulanciers l'auraient emmené en quelque part, mais bon, il faut croire que je ne sais pas ce qui se passait, mais c'est moi qui étais là. Et j'ai passé la nuit à le regarder, puis à regarder ailleurs,
puis à me demander qu'est-ce qu'il ne faut pas que je fasse. Tu sais, pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Il m'avait dit, occupe-toi-en pas, là. Mais qu'est-ce qu'il faut pas... Je voulais pas faire de gaffe. J'avais même peur d'aller aux toilettes. Tu sais, je veux dire, je voulais pas qu'il se passe quelque chose. Je voulais pas que... Ce gars-là passait la pire nuit de sa vie. Je comprends donc. Tu sais. Alors ça m'a... tu sais, je veux dire... disons que ça m'a ramassé, ça. Ça m'a fait vieillir d'un coup. Mais je comprends. Ouais, donc, tabarouette, c'est... C'est de voir Après ça, c'est le crosseur qui se promenait puis qui essayait de vendre des matériaux aux gens en faisant croire que ça venait du gouvernement. Il leur extorquait de l'argent. Et puis, il a voulu se sauver. Tu fais ça à des gens, qui viennent de perdre leur maison? Non. Quelle sorte de maudit rat que ça prend pour faire un affaire de main? C'est là que l'appel moi, quand je l'ai su, j'ai alerté tout de suite la Sûreté du Québec. Quand on m'a rapporté ça, j'ai dit au gars de la Sûreté du Québec qu'est-ce qui se passait de ça. Puis c'est drôle, hein? Mais on l'a jamais revu, le gars. Non, mais il n'y a pas eu de rapport. Non, c'est là que... Mais on l'a jamais revu. C'est bizarre. Ah, d'accord. Je ne sais pas dans quel fossé ils l'ont laissé. Il y a quelqu'un qui s'est servi de sa pelle. C'est ça que je dis tantôt. C'est là que l'appel est utile. Ça, là, ça, pour faire ça, aller extorquer de l'argent à des gens malade. La maison est toute détruite pour leur dire le gouvernement vous vend du bois pour réparer, mais c'est presque donné, c'est rien qu'un dépôt de 100 piastres ou quelque chose. Le monde payait tout de suite pour être sûr, puis ils disaient dépêchez-vous parce qu'il va en manquer. T'sais, mais les autres sont dans un état, là, ils vont prendre tout ce qu'on lui donne. T'sais. Puis là, après ça, ils arrivent au bureau puis ils disent où est notre bois? Quel bois? De quoi tu parles? T'sais? C'est là que ça a sorti, cette affaire-là. Bien, tu sais, en plus, je donne un exemple. Je te donne un exemple comme dans le temps d'un incendie. Okay? J'ai déjà eu un incendie chez nous, un call. La première chose qu'on a, là, qu'on reçoit, c'est un appel de « Avez-vous besoin d'un nettoyage? » Parce qu'eux autres écoutent les radios de police, les radios de pompiers. Oui, mais les compagnies viennent... Oui, d'accord, je comprends que c'est pas grave, mais au moins, ils vont le faire. Oui, bien c'est ça. Lui, là, il volait, là. Ça, parce qu'il prenait l'argent, puis il n'avait pas de bois, là. Il n'y en avait pas, là. C'est un voleur. T'sais. Mais en plus, qui vole du monde. Qui ont déjà tout perdu. Ouais. Là, c'est là que je perds mon humanité. Moi, non, oui, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Alors ça, c'était le reste du temps. Et ce que j'ai aimé dans ça, c'est que on avait mis sur pied un système en cas de tempête de neige. Et... à un moment donné, quand j'ai quitté la protection civile, je vais te dire pourquoi, parce qu'ils ont passé à la fonction publique. Moi, là, ça, c'est comme avoir un roast beef puis me donner des bines frettes. Pas compliqué, là. La façon ça raidait tout seul, quand on était tout seul en gang, nous autres, là. C'était un roast beef, là. C'était extraordinaire. Ça roulait, puis ça y allait, puis ça marchait, des affaires. À la minute qu'on est passé à la fonction publique. Mortel. Mortel, bureaucratique, fatigant. Le syndicat, sacré ça là, en hurlant. Je me suis sauvé, ça n'a pas de bon sens. Je suis parti. Et quand je suis rentré à CJRP, pas longtemps après, CJRP qui existait sur le chemin Saint-Louis, ça n'existe plus aujourd'hui. Ça a fermé en 93, je pense. À peu près, mais la bâtisse est toujours là. La bâtisse est toujours là. C'est plus de la radio, c'est d'autres choses. Et alors, à CJRP, là, j'ai été nommé directeur des relations publiques avec l'auditoire, et j'animais, et j'ai monté une opération tempête avec la protection civile. Puis on a monté un réseau avec les stations de radio, pas les stations de radio, mais les stations d'essence, c'était Texaco dans ce temps-là, les clubs de motoneige, les clubs de radio amateurs, les ça, tout coordonné ça à la station. Moi, je gérais ça. J'avais même obtenu la fréquence des cristaux de la protection civile pour opérer nos propres en communication. C'était osé, ça. Ça veut dire qu'en cas d'invasion d'OVNI, tu étais équipé pour connaître comment faire. C'est intéressant que tu dises ça. Oui, parce que c'est une de mes questions que je vais te poser après. C'est ça. Alors, de toute façon, ils ont gardé... Moi, j'ai quitté CJRP, mais ils ont gardé l'opération Tempête jusqu'à la fermeture. Ils ont gardé ça jusqu'à la fin, tu sais. Je sais qu'en 75, si je ne me trompe pas, tu as fait un appel à... ça se peut-tu?
Ça se peut-tu? T'en as pogné du monde. Mais vraiment. Oh, ça, oui. Vraiment, là. Oui. Attends un peu que je retrouve ma page, que je m'étais pris des notes. Là, les personnes qui étaient avec toi, complices là-dedans. Tu t'es pris pour Orson Welles. T'avais Claude Thibodeau, Michel Carrier, qui a de CFLS. Laval-Provencher, surtout. Oui, Laval-Provencher. T'as fait un rappel au monde d'Orson Welles de 34. Je vais t'expliquer comment ça s'est passé, ça. On connaît tous, ou on devrait tous savoir qu'Orson Welles avait fait à la radio une retranscription d'une pièce de H.G. Wells, c'est deux Wells, mais c'est... Ils sont pas parents. Qui était, à toute fin pratique... La guerre des mondes. La guerre des mondes, c'est ça. Ouais. Un roman dans lequel les Martiens attaquent la planète. Bon. Mais ça, c'est un roman. Et Orson Welles, qui est un gars de théâtre, du théâtre Mercury... On the air. À l'époque, on faisait du théâtre à la radio. Alors, avec des bruiteurs, puis et tout en direct, en plus, parce que la radio enregistrée, ça n'existait pas. Alors, c'était en direct, c'est du théâtre en direct, mais si on voulait dire que Pascal entre, ben, ça prenait quelqu'un qui ouvrait une porte, puis la referme pour qu'on entende qui vient d'entrer, et ainsi de suite. Alors, tout avait été... Il y a eu un film fait là-dessus, d'ailleurs. La nuit qui terrifia l'Amérique. C'est ça c'est le film en question. Ouais. Alors, moi, j'ai décidé, et ça a créé une panique partout aux États-Unis, une affaire épouvantable. Fait que toi, tu as décidé que avec tes plans de nègre, alors moi, avec mes plans de nègre, j'ai dit, on va le faire. Et là, le directeur des programmes de l'époque était Laval-Provencher. T'as un monsieur que t'aimerais beaucoup parce qu'il est en charge du Salon Canet à Place Laurier depuis des années. Ah, OK. Tu aimes les chiens, toi, je pense, les animaux, tout ça? Moi, j'aime bien. Oui, c'est ça. Alors, mais je peux plus en avoir parce que c'est pour une raison X. OK. Mais anyway, alors, il s'occupe du Salon Canet, tu sais. Bon. Fait que le gros monsieur avec une barbe blanche qui ressemble au Père Noël, là, c'est lui. Et Laval, à ce moment-là, était directeur des programmes. Quand j'y ai dit ça, il m'a regardé avec sa face de lutin, là, puis il dit je pense que j'aime ça. Mais il dit, il faut pas non plus que ça devienne folie furieuse, ça. Il y a des limites, là. Mais tu m'as pogné. Parce que vous avez fait croire, et si je ne me trompe pas et que c'est vraiment le même événement, vous aviez fait croire que ça se produisait au-dessus de Donnacona. Oui. Port-Neuf, c'est ça, hein? C'est ça. Je t'écoutais live dans ce temps-là. Moi, Belle-Cave, j'en disais... J'écoutais radio quand c'est arrivé. Mais Belle-Cave, je sors mes jumelles, puis je regarde, parce qu'on est en face, nous autres. Puis je colle toutes mes chums. Check, ça te l'air qu'il y a des ovnis au-dessus de... Tu m'as pogné solide. Pour qu'à la fin, vous dites que c'était pas vrai, là. C'était comme... Là, je vais faire une nuance. À toutes les 15 minutes, il y avait un avis à l'effet que c'était pas vrai. Je n'écoutais pas ce bout-là, moi, je crevais. Toi, tu n'écoutais pas l'avis. Tu voulais juste que ça soit vrai. Mais, non. On n'entend pas l'avis. Ouais. Comme Orson Welles. Et j'ai l'enregistrement. Je l'ai encore. J'ai l'enregistrement de ça. Et on entend très bien l'avis, qui est très clair, très bien prononcé. Ben, tu sais, quand la radio est dans la maison, mais que tu sors dehors, t'en manques un bout de la radio. Oui, mais... Puis tu cherches encore, puis tu rentres en dedans. Il y en avait un au quart d'heure, ça a duré 1 heure, ça en fait 4, ça, le manoir. C'était commandité par Carrette Datsun, qui était sur le boulevard Charest. Tabarouette, c'est vieux, ça. Ben, je vais dire l'autre mot qu'il a dit. Il dit tabarnak. Il dit j'ai pas eu un client. Il dit qui a eu du fun? Parce que Carrette m'avait prêté ses vendeurs. Parce que moi, j'avais besoin de monde en ondes pour faire ça, là. C'est une pièce de théâtre. C'est pas tous les animateurs qui voulaient embarquer là-dedans. Il y a Claude Thibodeau, qu'on connaît tous, ben oui. qui jouait le rôle de l'animateur, son propre rôle. Moi, je jouais le rôle du gars des nouvelles. Provencher faisait un reporter quelconque, mais il manquait du monde. Fait que t'avais le vendeur de chez Carrette qui faisait la grosse police, le SQ, tu sais. Après avoir établi les rapports, on peut dire circonstanciels, puis je l'avais drivé pour parler comme ça. T'avais Michel Monpetit qui était dans ça aussi, qui était un animateur de Montréal. Bref, j'ai du monde là-dedans, j'ai du monde. Ça a pogné grave. J'ai
Après, je l'ai regretté. Parce que je me suis dit, je viens de faire une fiction avec quelque chose en lequel moi je crois. Là, je n'étais pas sûr. J'étais dubitatif. Mais ça fait rien. Je l'ai fait, puis je n'ai pas de regret dans le fond, mais je me rappelle à l'époque, j'ai fait « ouais, c'est pas bon pour ma crédibilité éventuellement. » C'est un affaire de même. Mais je me souviens quand même André Arthur, aux nouvelles, parce qu'il était à Télé 4 dans ce temps-là. Aujourd'hui, ouais, ça doit être ça. Il en avait fait, il l'avait trouvé bien bonne. Ça, il l'avait trouvé bien bonne. C'est rare qu'il trouvait d'autres que lui bon, mais là, cette fois-là, il l'avait trouvé bien bonne. Et qui aussi, non? En tout cas, le Journal de Québec en a fait sa première page. Le front. Le lendemain, c'est une photo que j'ai perdue. Caroline. Si quelqu'un réussit à retrouver cette page-là, dans les bibliothèques, les archives, ça, je pense qu'on est capable de retrouver. Ouais. Oui. Alors, et c'est moi qui tiens les deux gros rubans sur lesquels était l'émission, parce qu'elle avait été préenregistrée. C'était pas en direct, ça, là. C'était préenregistré, puis c'était là. Et je peux te dire que le soir, quand ça a commencé, cette affaire-là, les appels à la station, les lignes ont été rouges jusqu'à la toute fin. Est-ce qu'il y en a qui envoyaient, quoi donc? On répondait pas. Il y en a-tu qui voyaient de quoi? On ne sait pas. Hein? Je vais te dire quelque chose. La police de Québec m'a adressé un reproche de ne pas les avoir informés. Ah. Ils auraient aimé ça. Ah ouais, c'est vrai, hein? Parce qu'il aurait pogné plus de gars qui faisaient 140 sur le boulevard Charest. Ça a l'air qu'il y en a qui sont fait pogner sur le boulevard Charest, direction Saint-Augustin. Je peux te dire ça. On va devoir aller à la pause encore une fois, mais c'est la dernière pause parce qu'il reste à peine 20 minutes à l'émission. Ensuite, on va me transporter à l'hôpital. C'est ça. Je ne le dirai pas. Bye! Non, mais on vient tout de suite après. De retour en studio. Hey, 96 excusez-là, j'ai oublié de mettre ma petite pause ici. Oui, non, mais c'est parce que la console est hantée. Non, j'ai oublié de mettre ma pause. C'est moi c'est mon erreur. Mais bref, j'ai Pascal en studio qui est notre petit clic-clic-clic parce qu'on entend des clics-clics tantôt. C'est le petit caméraman, notre... comment on dit ça? Photographe attitré. Oui, c'est ça. Mais tu sais, dans comment est-ce qu'il s'appelle, donc? Dans les bandes dessinées pour les jeunes, non? Pas dans Télétobies. En tout cas, on va lui demander de s'approcher du micro. Oui, Pascal, comment se trouve l'émission à date, Pascal? Essaye photographe. Répète après moi. Photographe. Non, c'est Télésino que je voulais dire. Ça, c'est Bobino. C'est ça que je cherchais. Oui, mais ça, c'est plus à la télé des jeunes, là, Carole. Tu trahis ton âge en calvasse. Je suis pas loin de toi, Jean. Tu sais, Bobino, c'était juste après Pépino et Capucine. Oui. Juste à la fin de Pépino. Oui, t'as connu ça, toi? Oui, il y avait le professeur Calculus avant ça. Jean, tu te souviens du professeur Calculus? Non. Ah bon? Ça devait être à Radio-Canada. Oui, c'était à Radio-Canada. Bon, c'était pas ça, moi. Avant Pépino et Capucine. Mais Pascal, j'ai ouvert ton micro. Approche-toi donc 2 secondes. Oui, salut. Ça va bien? Oui, ça va bien. Comment tu trouves l'expérience radio comme ça? Là, c'est le fun, hein? Moi, c'est ma première fois, puis je trouve ça, c'est le fun. Ouais. On a une belle station, hein? Oui. C'est le fun. Puis il est sympathique. Il t'a pas encore mordu, Jean, hein? Non, pas encore. C'est ça. Fait que ça te donne une bonne idée. Tantôt, il ne mordra pas personne non plus. Je sais que c'est commencé. Là-bas, à la salle, ça fait 10 minutes présentement. J'ai une autre question aussi pour Jean, qui est dans Chantal. Une dernière question. Que pense-t-il des momies de Nazca qui ont été retrouvées? Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Oui, j'avais fait un article là-dessus. Et sur les petites momies, là. Oui. Moi, je n'ai pas embarqué dans ça. Pas de maudite minute. Non, tu penses que c'est fake? Parce que je considère une histoire a la crédibilité de celui qui la raconte. Oui, c'est vrai, hein? Oui. Parce que ça peut être des enfants aussi. Et moi, le Stephen Greer, je suis pas capable. Oh. Pas capable. Je suis pas capable de blairer ce gars-là. Tout s'articule autour de l'argent. Oui. Il faut toujours envoyer de l'argent et de l'argent et de l'argent.
Et je déteste cette approche-là. Moi, dès que quelqu'un commence à dire « j'ai besoin d'argent », ça fait comme les évangélistes. Là. Ouais. C'est le même principe. Je débarque tout de suite. Je n'ai jamais demandé une scène. Mais par personne. contre, moi, je veux dire que si je fais un genre de GoFundMe pour zone parallèle, tu vas me lancer des roches. Non, je ne sais pas. Ce que si le monde veut m'en envoyer, non, mais regarde, tant mieux. Je te dis, les gens qui... non, mais tu sais, on parle des 400 000. Oui, non, je comprends. Les preachers, c'est Lord, the Lord, let's talk about Lord. Puis là, c'est send your money. Puis là, ça part, cette affaire-là. Puis Jésus t'aime, dit Pierre. C'est ça. Ça, là, moi, là, alors que ça se passe dans le domaine extraterrestre. Stephen Greer en est incapable. C'est un des plus actifs là-dessus. Ça m'écoeure. Moi, quand je vends mes livres, je les vends. Ça, c'est clair. C'est sûr. Je les donne pas. Je peux pas les donner. Quand je faisais des conférences, il y avait un prix d'entrée. Mais il y avait une conférence en retour. Tu sais, comprends-tu ce que je veux dire? Mais commencer à quêter, là, comme ils font, j'ai de la misère avec ça. Ben de la misère. Puis, alors, Greer, en ce qui me concerne, c'est un moneymaker, c'est comme réel, c'est comme... J'embarque pas. Alors, il dira ce qu'il voudra, il inventera ce qu'il voudra, puis c'est drôle, c'est tous eux autres qui ont les affaires les plus incroyables. Tu sais? Fait que non, j'ai bien de la misère avec ça. Dans le sens que... Est-ce que... Là, c'est comme dire, oui, tu es un sceptique. Non, attends une minute. Faut pas mêler les affaires. C'est ça. Je crois, je sais que le phénomène extraterrestre existe, qu'il est lié à notre évolution, qu'il fait partie de notre évolution, et que des gens en ont observé les conséquences, soit sous forme de vaisseau, soit sous forme d'aide d'entité ou sous forme d'expérience personnelle. Ça, c'est clair et net. Mais ça ne veut pas dire que je crois à n'importe qui. Ça ne veut pas dire parce que Joe Bin me dit qu'il n'a vu que c'est vrai. Oui. Je reste un enquêteur, puis un maudit fatigant. Très, très, très méfiant. Pas sceptique, méfiant. T'analyses? J'ai même fait... J'ai demandé à Étienne Massé. Étienne Massé, c'est un notaire. Là, il n'exerce plus, mais c'était un notaire de Québec. J'y ai demandé un affidavit dans lequel l'individu signe comme de quoi c'est pas un canular. Tu t'engages à me dire que c'est pas un canular, de sorte que si tu sors ta face de rat dans un média pour venir dire « j'ai pogné Cazot », on va se revoir en cours, mon ami. Parce que j'ai un affidavit ici. C'est bon, ça? Sais-tu que j'en ai perdu avec ça? Ah oui? Qui n'ont jamais voulu signer? Ah, c'est signe. Ben non, mais c'est signe que c'est signe que ça marche. Ça. Ben oui, c'est ça. Bon. Est-ce qu'on a des noms connus ou pas? Oui, non. Mais, alors, ça m'a évité ben des tracas, mais c'est arrivé un peu sur le tard dans ma mission. J'aurais dû commencer ça dès le début. Mais reste que il y a des gens qui inventent des affaires, il y a des gens qui pensent qu'ils ont vu des affaires, il y a des... Écoute, là, c'est pas 100% là, des témoins. Puis moi, comme enquêteur, ma responsabilité, c'était pas de publier n'importe quoi. J'avais pas le droit de faire ça. J'ai pas le droit de mettre un livre sur le marché si je sais qu'il y a un dossier là-dedans que je suis pas sûr. À moins de le dire. Oui. Mais tu as été toi-même témoin en 66, d'ailleurs, de ton cercle, ton rond. Ah, ben là, ça c'est plus que témoin. C'est ça. Moi, j'ai eu 4 grosses expériences majeures. Mais ton cercle, ton rond, que tu appelles ton anneau d'ambre, oui. Est-ce que c'était lumineux à l'intérieur ou juste... Un anneau, c'est pas un disque. Donc, vraiment, à l'intérieur, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, c'est un anneau. Un anneau, c'est un anneau. Ben oui, il n'y avait pas de couleur, il n'y a pas de lumière en dedans, je veux dire. Mais non, c'est un anneau. Il radiait pas. Faut pas être un anneau, c'est un anneau. Faut être un anneau pour penser que c'est pas un anneau. Oui, comme une bague, là, je sais. Un anneau olympique, oui, c'est ça, comme une bague. Un anneau comme Bruno. Oui, je comprends. Bruno. Un anneau comme Bruno. OK, c'est beau. Pellule. Ce que je voulais dire, c'est ce que ça radiait. Irradiait cet anneau-là. C'était pas très lumineux, mais c'était... Étant donné que je revenais de la salle de bain, il faisait noir partout. Alors, forcément, en rentrant dans ma chambre, la première fois que j'ai vu, c'est ça, là. Parce que c'est un anneau. Alors, il est là,
Il est au-dessus du plafonnier. Il est juste un peu plus bas que le plafonnier, qui est éteint, évidemment. Et c'est la seule chose que je vois, mais ça brille pas, ça illumine pas la chambre. Là. Okay. C'est juste un peu lumineux. C'est couleur ambre, c'est jaune, si tu préfères. Et là, je regarde ça, puis je vois ça, puis je me dis, qu'est-ce que c'est ça? Mais là, je suis tombé en état second. Dans le sens que tout mon esprit critique a été comme jugulé. Je demeure bien important d'expliquer c'est quoi l'état second parce qu'il est le fidèle compagnon de presque toutes les grosses observations. Quand t'as vu ton bonhomme, la bonne femme se pitcher par la fenêtre à l'hôpital, tout là, oui. T'étais dans un état second. Oui. Tu t'es pas levé pour l'empêcher de sauter. T'es là, on devient un peu passif, contemplatif. C'est vrai. Elle n'a pas sauté par la fenêtre, elle s'est pitchée sur la gauche, puis elle est rentrée dans un spot de lumière dont je voyais le rayonnement. Ah, OK. Bon, mais elle a regardé par la fenêtre rapidement pour voir si elle pouvait faire ça. C'était comme une fille de 16 ans. Là. Bon. Mais c'est une dame qui, au matin, c'était la dame qui était à côté de moi dans l'hôpital et qui était décédée. Et ça, moi, j'ai écrit un livre là-dessus. J'appelle ça des rencontres spectrales. Ben oui. C'est vrai. Ça arrive. C'est pas une illusion, c'est pas une hallucination. Ce qu'il a vu, c'est vrai, authentique. Mais moi, si j'étais rentré dans sa chambre à ce moment-là, je ne l'aurais pas vu, moi. OK, oui. Comprends-tu? Bon, c'est la même chose pour mon anneau. Je suis persuadé que si ma mère avait décidé, je ne sais pas, moi, de passer dans la chambre, parce que je ne fermais jamais ma porte, alors de passer dans le passage, est-ce qu'elle aurait vu cet anneau? Moi, je prétends que non. Mais il était là, parce que j'étais réveillé. J'arrivais des toilettes, bon, je ne vais pas pisser les yeux fermés, tu sais. Quoique les gars font ça souvent, mais c'est une autre histoire. Alors, quand je suis revenu j'étais parfaitement content, je me souviens très bien, parfaitement réveillé. Mais je n'ai pas eu ce réflexe-là que j'aurais dû avoir de grimper sur le lit et d'essayer de le pogner. Si, mettons, ça arrive là, puis je suis parfaitement conscient. Je suis entièrement conscient. C'est comme là, je regarde ça, puis je me dis, ouais, là, il faut donne-moi quelque chose, donne-moi une affaire, je vais essayer de le pogner. Ça. Tu comprends? Quand tu es conscient, c'est comme ça que tu agis. Mais là, j'étais conscient, mais je n'étais pas alerte. J'étais en état second. OK. Ah ben, c'est comme si t'es pas surpris que ça soit là en même temps. L'effet de. Pas de surpris. C'est comme si c'était normal que c'est là. Pas de peur, pas de menace, c'est ça. Pas de surprise. C'est comme si je fondais dans un environnement totalement exotique et étranger, mais en même temps familier. C'est très bizarre. Ah mon Dieu, que tu donnes tellement le terme familier parce que c'est comme ce qui m'est arrivé moi aussi. C'est comme dans ma tête, il était temps que tu arrives là. Tu sais, moi, je connais une femme qui a vu un homme carré qui regardait par la fenêtre, qui est venu s'asseoir à côté de son lit. Ouais. Elle l'a regardé, puis elle a dit « J'aime pas ça ». Puis elle s'est cachée en dessous des couvertes, parce qu'elle n'en voulait pas. Puis elle a relevé ses couvertes, il est encore là. Fait qu'elle a refermé ses affaires, puis à un moment donné, il est parti. Mais ce personnage-là lui était familier. Ah, bien, c'est ça. Familier, exactement comme si elle le connaissait depuis toujours. Comme ce que j'ai vu au pied de mon lit. Puis j'étais bien réveillée, j'allais me coucher. C'est ça. Puis je me demandais, puis il me disait que lui, il était comme une sorte de médecin de l'univers. Okay? C'est ça. Et moi, ça fait comme, il était très terrible. Oui. C'est simple que ça. J'ai même pas eu peur, rien. C'est toujours comme ça, mais c'est ça que les sceptiques et les autres comprennent pas. C'est la dimension de familiarité, mais c'est parce que nous sommes dans un autre état qu'un état de bêta. On sait que le cerveau émet des ondes. Là, actuellement, on parle de toutes sortes d'affaires. Le cerveau, si on avait des électrodes sur la tête avec un encéphalogramme là, qui serait là, on verrait des ondes bêta. Tu sais, c'est un certain nombre de fréquences par seconde, je ne me souviens plus. Là. Si par contre, on tombe en méditation, là, on verrait des ondes plus calmes, des ondes qu'on appelle alpha. Puis si on tombe en sommeil, là, on embarque dans les θ, puis les delta, puis on descend, puis plus bas que ça, ben, c'est la mort. Bon. Ouais. Alors,
Il n'y a plus de signal. Il n'y a plus de signal. Non, c'est comme on voit dans les films. Là. La ligne, c'est fini. Terminé. Ça, c'est le cas. Ça, c'est comme un peu l'émission qui vient de... Je peux te dire qu'elle est presque terminée. C'est-tu plate? Oui. Déjà? Mais non, c'est pas plate. Mais je commence, là. Non, attends, tu vas commencer tantôt dans la salle. C'est pas plate en tout. Vous n'avez pas un super événement, vous autres? Ben justement, on commence véritablement. Bon, on a commencé ici ce midi, mais ça se continue de l'autre côté. Manon Poulain, dans ton émission aujourd'hui, on parle de quoi? Le vent de fraîcheur. Oui, on va parler d'accès rapide à des services sociaux personnalisés en ligne, entre autres. On va parler il y a une vraie fille qui vient nous parler de son parcours professionnel dans un monde de gars. Ah! Ouais, elle est pas mal hot. Ça va être... ça fait peur, ça. Vous pensez? Ben là, non, mais j'ai fait pas ça, amener des filles hot quand ma femme est là. C'est pas bon, ça. Oui, c'est parce que je pense que vous quittez, vous autres, là. Hein? Ben oui. Ouais, vous restez pas. Je pense que vous avez un gros party qui s'en vient, hein? Ben, c'est ça qu'on me dit. Mais avant le party, moi, je vais inviter les auditeurs à continuer de nous écouter. Puis on va parler également d'héritage humain. Qu'est-ce qu'on peut laisser? Comment on peut faire une différence proche de nous, mais aussi à l'international. Donc, je vais te donner une bonne réponse à ça. Ah oui? Des livres, comme Jean Cazot fait. C'est une excellente idée, ça aussi. Mais il y a plein de moyens. Puis il n'y a pas seulement qu'un moyen pour y arriver, mais effectivement, la lecture est un moyen formidable. Mais là, moi, je parlais encore de plus. Tu sais qu'il y en a qui n'ont pas d'eau, hein? Oui. Ça va jusque-là. Oui, c'est vrai. Donc, cet après-midi, on va parler à ça. J'invite encore les auditeurs à participer à nos concours sur la page Vente fraîcheur. Il y en a un qui a terminé ce midi. L'autre va sortir dans les prochaines minutes. D'accord. Ben, on va. Et je vous souhaite un super beau party. Je voudrais bien t'écouter, mais on ne pourra pas. Mais par contre. Mais oui, tu vas m'écouter en allant à la salle. C'est ça. Ben oui. Mais s'il y a des auditeurs qui ne viennent pas à la salle, mais l'émission de Manon. Exactement. Alors, bonne émission, Manon. Sinon, le podcast, hein, tout comme ton émission. Ben oui, exactement. Bonne émission, ma belle. Merci. Alors, on convie les gens à l'hommage à Jean Cazot. C'est toute la journée à l'hôtel L'Oiselière de Lévis. Et Jean va parler à la fin. C'est dès maintenant. Eh oui. C'est déjà ouvert à L'Oiselière à Lévis. Merci, Jean, de ta patience et de ton humour, de tout ce que tu fais. Pour l'instant, je vais te dire juste un simple merci, court et bref. C'est bon. Tantôt, l'appel t'attend sur le bord du stage. C'est bon. Merci, Hélène Dupont. Oui. D'avoir invité. Ben, merci, Hélène. Et je suis très heureuse de te connaître. Et pour une fois, il te sort jamais, Batins. Mais là, c'est fait. Puis elle est sortable. Je comprends pas pourquoi. Elle est sortable. Elle est belle comme un cœur, en plus. Crème. En tout cas, bref, c'est ça. Là-dessus, on vous attend dans... c'est déjà commencé. Il y a déjà une personne qui est présentement, qui est Linda Boivin, qui est présentement en conférence. Donc, pour le reste, ben c'est ça. On vous attend là-bas. Alors, c'est ici que s'achève l'émission. On se dit à la semaine prochaine pour ceux qui ne sont pas à la salle. Mais sinon, venez encore en grand nombre. Il reste quelques places. Et moi, je prends mes pilules, là. Ben oui, va prendre tes pilules, puis va nourrir ton alligator. Ben là, on va aller chercher. Ben non, tu peux le laisser là. Ouais. Oui, okay. On a un chien là-bas. Il ne faut pas que... c'est non, ça. Le chien risque de manger l'alligator. C'est cela. Alors, bonne semaine à vous tous. Bye-bye.